Alors, autour de la table cette semaine, nos chroniqueurs réguliers, Hélène Faradji, Godefroy Laurando, bonjour. Salut. Barbara Gilles-Caron est de retour également. Hey, allô, Fred. Ouais, tout comme Colin Baudrillard qui revient d'une tournée mondiale. Ben oui, tournée mondiale de un endroit, mais... Ben, c'est un gros endroit. Et notre invité cette semaine, enfin, un de nos invités, l'historien Frédéric Bastien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Il y a Christian Lapointe également, le metteur en scène, qui va joindre à nous. Présentement, il est en répétition pour le spectacle Constitution. Constituons, oui, pas pareil. Donc, il va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Alors voilà, on est prêt pour ce 4e épisode de la balado de Fred Savard. Eh oui, 14e épisode, giga semaine d'actualité. Me semble que c'était tranquille la semaine passée, et là, cette semaine, franchement, ça a déboulé. Et là, Barbara Gilles-Caron, notre chroniqueuse économique, je vous sens très fragile avec cette possibilité que SNC-Lavalin subisse finalement un procès pour ses agissements en Libye. Ça pourrait avoir des conséquences économiques graves, mais surtout, sur le plan symbolique, c'est le Canada qui s'attaque littéralement à une richesse collective très, très québécoise, la corruption. Vous avez passé une belle semaine, Barbara Gilles-Caron? Très belle semaine, Oui. merci. Ah oui, c'est tout? Oui, non, mais oui, c'est vrai. En fait, hier, je suis allée à la première médiatique de la tournée des finissants 2019 de l'École nationale de l'humour. Ah, ça existe encore, ça. Ça existe Ben oui, je fais une blague. toujours. Ben C'est oui, en ben pleine oui. forme, pour vrai. C'est votre je alma pense. mater, Colin Baudrillard? Pardon? C'est votre alma mater, l'École Oui, nationale de l'humour? oui. Oui, Voilà. et j'ai eu beaucoup de plaisir. Oui? Oui, des belles découvertes. Alors, j'ai pris des petites notes que je ne vous lirai pas parce que c'est très personnel. Oui. Hein? Mais non, belle découverte. Je vous donne mon top 3 dans le désordre. Ah, allez-y. C'est pas OK. juste vraiment en ordre d'apparition. Ouais. Il y avait quelqu'un qui s'appelait William Bernakes qui m'a fait beaucoup rire. Samuel Vincent m'a fait beaucoup rire. Et Dominique Allard aussi m'a fait beaucoup Bon, rire. on dit on a hâte de les voir en spectacle. Mais j'ai beaucoup ri Oui. de base. Est-ce que c'est une belle cuvée? C'est C'est dur à dire. je dirais oui, mais c'est parce que C'est déjà une je suis pousse. pas allée à toutes les... Non. à Vous êtes pas allé avec celle toutes avec les François éditions, Mascotte. là. Non, Ouais, exactement. c'est ça. Ouais, voilà. Cela dit, je vais revenir un peu. Oui, on a parlé de SNC-Lavalin. On fait des blagues avec la corruption québécoise, mais c'est pas drôle quand même, tout ça. Et là, j'aimerais en profiter pour féliciter un peu, c'est des collègues, hein, on est dans les médias, tout le monde, féliciter les journalistes du Journal de Montréal, qui depuis des mois, en fait, le bureau d'enquête du Journal de Montréal, je sais qu'on fait souvent des blagues avec le Journal de Montréal, mais depuis des mois, le bureau d'enquête a mis à jour des irrégularités d'une des filiales de la Caisse de dépôt, la firme de prêt hypothécaire Otera, prêt douteux, lien présumé avec le crime organisé, manquement à l'éthique. Et là, il y a 4 personnes qui ont été congédiées, 4 hauts placés de cette filiale de la Caisse de dépôt. Et il y a même le président de la Caisse de dépôt, Michael Sebia, qui est allé de cette déclaration. Le Journal de Montréal, franchement, a fait du bon travail. Ils ont identifié des manquements importants. C'est quand même rare qu'un dirigeant d'une société comme la Caisse de dépôt loue le travail des journalistes. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment souligner le travail du bureau d'enquête. En même temps, bon, le Journal de Montréal, on le sait, hein, c'est beaucoup de chroniques un peu, des fois rigolotes, de Sophie Durocher, entre autres. C'est aussi des chroniques plus légères, comme la rubrique « Dans la garde-robe de ». Et cette semaine, au moment où le journal publiait la nouvelle des 4 hauts placés qui étaient congédiés, c'était aussi la chronique où on ouvrait la garde-robe de Guylaine Tremblay. Et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, hein, de Guylaine, c'est le fun. Et là, on a pu ouvrir sa garde-robe et, bon, c'est rien de surprenant, elle s'habille avec des vêtements. C'est pas comme ouvrir la garde-robe d'une école publique de Montréal où on peut trouver des autistes. On a appris ça également cette semaine. Hein. Faute de ressources, il y a certaines écoles qui placent de jeunes enfants autistes en isolement dans des placards. C'est quand même incroyable. Vous en pensez quoi, Godefroy Laurando, vous qui êtes éducateur de profession? J'imagine que vous en avez de ça, vous, dans vos CPE, des placards? Des placards, on en a. On évite de mettre des enfants à l'intérieur. Ben oui, mais par c'est contre. incroyable quand même. C'est plus qu'incroyable, mais C'est une des premières choses qu'on apprend, j'ai l'impression. En fait- Arrêtez pas les enfants, là. Non, c'est des produits dangereux qu'on met sous clé Oui. et non pas un enfant qui a besoin Voilà. d'aide. Cela dit, avec la création des maternelles 4 ans, dont les coûts vont sûrement exploser, on peut présumer que la capacité du gouvernement d'allouer plus de ressources aux écoles existantes sera pratiquement nulle. Alors moi, je propose, en attendant, de mandater Pierre Lavoie, Ricardo et l'autre dude architecte pour aménager les placards des écoles publiques. En attendant, hein, ce sera un début et ça permettrait d'isoler les jeunes autistes dans des placards plus humains. Ben, moi, je serais allé chercher Jean Héroldi, Fred, pour les placards. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il connaît ça, lui, les placards. Les vêtements. Oui, voilà. Et vous? Et on dit, ouais. Alors, Colin Baudrillard, vous avez Oui. passé une belle semaine? Passe une belle semaine. Vous savez que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Les gens s'ennuient. Les gens s'ennuient vraiment. Oui, oui. Ben, c'est gentil Ben oui. de me dire. Oui, oui. J'ai un petit doute là-dessus, mais tant mieux. Je vous le c'est dis, il y a fun. OK. quelques personnes qui nous OK, ont... on passe de les gens à quelques personnes. Il y a une personne qui m'a écrit. Quelques Ma mère personnes. vous a écrit pour dire il est où. Il est où, Colin? Mais vous aviez fait un spectacle, là.
Vous avez oui, un ben, spectacle solo. Oui, je préparais un spectacle solo que j'ai fait au Dr Mobilo Aquafest le 9 mai. Vous êtes allé à la balado de Guillaume Wagner également? Je suis allé à la balado de Guillaume Wagner. Oui, la semaine dernière. C'est une très bonne balado d'ailleurs. Je recommande fortement. J'ai écouté votre épisode. Ben, tant mieux. Merci. Et vous écouterez Alain Deneau aussi. Ça passe d'Alain Deneau à moi. Ouais. Il est un peu inconsistant dans ses invités, mais je dirais pas non. J'y serai d'ailleurs au mois de juillet, ils m'ont invité. Ah ben, vous voyez, ça passe d'Alain Deneau à moi, à vous. Donc. Vous avez passé une belle semaine? Passé une belle semaine. J'ai suivi un peu le conseil général de la CAQ où il parlait d'économie verte, justement, où François Legault parlait de lancer des chantiers verts, investir dans le développement écologique. Je sais pas si vous trouvez pas ça drôle un peu d'entendre François Legault parler d'environnement avec son approche d'homme d'affaires. Oui, il y a quelque chose qui... Mais il semble qu'il sonne comme un vendeur de chars électriques usagés. Hey, tu vas voir, l'écologie, c'est une bonne opportunité d'affaires. J'ai l'impression qu'il essaie de me convaincre d'embarquer dans un scam de vente pyramidale de compost. Mais je doute que le développement économique puis l'écologie soient vraiment compatibles, honnêtement. Mais ça reste un virage intéressant de la CAQ. Ça reste une amélioration parce que, honnêtement, on s'entend qu'une politique environnementale incohérente, c'est quand même mieux que pas de politique environnementale pantoute. Tout à fait, vous avez raison. Tout à fait. Vous savez qu'il y a le département américain de l'énergie, ça me fait penser à ça, en fait, votre propos sur l'approche environnementale de François Legault. C'est pas tout à fait la même chose, mais le département américain de l'énergie a décidé, et là, on a utilisé cette semaine, de ne plus utiliser le terme énergie fossile quand il parle du pétrole. Et ça, c'est le Guardian qui nous a appris ça. Il était temps que ça change. Oui, alors ils vont appeler ça maintenant la molécule de la liberté. Et c'est pas des blagues. Le pétrole est maintenant la molécule de la liberté. Évidemment, c'est pour mieux le vendre à certains pays qui seraient tentés d'acheter des molécules de guerre, comme le pétrole de l'Arabie saoudite. Alors, il n'y a pas seulement la gauche qui donne dans la novlangue, la droite s'y met aussi. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris que la Maison-Blanche réfléchisse à une nouvelle appellation pour Donald Trump également. Lui qui est très abrasif, très explosif comme le pétrole. Alors moi, je dirais avec molécule autobronzante. Ça résume pas mal la qualité principale de Donald Trump. Et là, j'ai envie de demander à notre historien cette semaine, notre invité Frédéric Bastien, comment on peut interpréter la présence de Donald Trump? Là, c'est une grosse question, mais c'est pour lancer la balle. Dans un continuum historique, comment vous voyez ça, vous, en tant qu'historien? Quelqu'un comme Donald Trump, la montée, en fait, aussi de l'extrême droite, on le voit avec ce qui se passe en Europe. Oui, moi, je dirais la droite populiste anti-immigration. Je pense que c'est un mouvement anti-élite qui, périodiquement, refait surface dans l'histoire. C'est ça qu'il faut... Andrew Jackson, au 19e siècle, était mais était un peu dans ce style-là, un mouvement populaire, populiste, contre les élites. Donald Trump surfe là-dessus. En Europe aussi, il y a Nigel Farage qui a fondé le parti, le Brexit Party, qui a été le leader de la campagne pour que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. C'est cyclique, donc on va le vivre, mais ça va arrêter un jour. Ben, ça dépend de ce que vont faire les partis centristes. Alors, parce que déjà à l'époque, dans les années 80, Laurent Fabius en France, qui était à l'époque premier ministre de François Mitterrand, et le Front national à l'époque faisait peut-être 10 %, il avait dit oui, Jean-Marie Le Pen, donc le père de Marine Le Pen, apporte des mauvaises réponses, mais attention, il soulève des vraies questions. Ça, Et si on ignore les vraies questions, ça ne va pas se régler. Oui, parce que c'est facile de straciser ces positions-là et de dire, mon Dieu, que c'est ridicule, mais derrière ça, parfois, il y a des questions légitimes. Absolument. Il y a des inquiétudes légitimes. Et le pire, c'est de mépriser ces gens-là et de dire, voilà, c'est une bande de plots qui ne comprennent rien. Et puis là, ça grossit. Puis là, les démagogues s'emparent de ça. Et là, ça fait des métastases. Mais merci d'être là. On va vous retrouver plus tard pour parler de votre livre. On ne vous a pas invité pour parler de Donald Trump, évidemment. Pour parler de votre livre, Après le naufrage, une réflexion sur la dernière campagne électorale du PQ. En fait, c'est Après le naufrage, refonder le Parti québécois. Donc, autopsie de la dernière campagne et des pistes de réflexion pour la suite, pour le futur du parti, si futur il y a. Hélène Faradji, j'imagine que vous êtes levée dans votre salon cette semaine pour accompagner les élus du Parlement canadien. Je sais que vous visionnez la chaîne CEPAC en cachette. Absolument. Vous savez, cette semaine, en réaction au débat entourant l'avortement aux États-Unis, il y a la députée bloquiste Monique Posé qui a demandé l'appui de tous les députés de la Chambre des communes sur une motion qui réitère, c'était libellé comme ça, la motion, qui réitère que le corps de la femme n'appartient à elle seule et reconnaisse son libre choix en matière d'avortement. Tous les députés se sont levés pour ovationner la motion, sauf les députés du Parti conservateur, ce parti que nos voisins canadiens s'apprêtent à élire cet automne. On parle encore de populisme, mais avec Andrew Scheer, on risque d'être peut-être bien servi. Cela dit, je ne sais pas combien de temps a duré l'ovation, mais certainement moins longtemps qu'un cunilingus dans un film d'Abdel Keshish. Voilà, vous mettez la table. Pardon.
Bon. Je leur lis pas les textes Non, à l'avance. c'est ça. Ça dure combien de temps un cunilingus dans ces Il films? paraît que c'est 13 minutes. 15 minutes. 15 minutes! 15 Oh, minutes. ça se peut pas, ça. Ben, Ça, c'est le director's cut, c'est 15 minutes. c'est ce que Il le film rajoute du montre. temps. Mais je voulais- C'est quoi le titre du film? Le film s'appelle Mektoub My Love Intermezzo et je dois avouer que moi j'ai vraiment vécu une fin de semaine super difficile émotivement parce que depuis la présentation du film à Cannes, ce film d'Abdelatif Kechiche, ben, je vis un tourment intérieur très, très terrible. Est-ce que je peux être féministe et continuer Et à cinéphile, aimer oui. et être cinéphile et à continuer à aimer le cinéma de Kechiche que je tiens par ailleurs Oui. pour un des plus grands cinéastes de notre siècle. Oui. J'ai le poster de La Graine et le Mulet chez moi. Chaque année, je revois l'esquive. La vie d'Adèle ben oui. m'a presque donné envie de me teindre les cheveux en bleu. Le moins qu'on puisse... pensais que vous alliez Non, dire c'est autre ça? Ouais, mais non. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette présentation au Festival de Cannes, ça s'est pas très bien passé pour Abdel. Un gros backlash de la presse, en tout cas anglo-saxonne, parce qu'en France, on a crié au génie. Ben oui. Évidemment, c'est un cinéaste français. Si vous êtes abonné, d'ailleurs, je vous conseille un débat critique sur Twitter qui est passionnant entre le critique du Hollywood Reporter, qui s'appelle Boyd Von Oij, et Jean-Jacques Goldberg des Inrecuptibles. Le premier hurle au vide intersidéral du film. Il en parle comme un des films les plus dégueulasses jamais montrés au Festival de Cannes. Et Goldberg des Inrock, lui, parle d'une exaltation des corps Oui. sublimés par une caméra transcendante, etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas vu le film, évidemment? Non, j'ai pas vu le film, Bon. et d'ailleurs, je pense qu'on ne le verra jamais ici au Non. Québec, parce qu'il faut que je vous explique, c'est une deuxième partie. C'est ça. Intermezzo, ça veut dire entre Oui. les deux. La première partie est sortie en France l'année dernière, on n'y a jamais eu accès. Je pense qu'Intermezzo, on l'aura jamais non plus. Et c'est pas tout, il y en a 10 normalement, Ah. des films. Ouais. Ouais. Abdel Kechiche a dit qu'il 10 films sur des jeunes qui mangent du spaghetti sur la plage. Exactement. Et qui vont dans... Parce que c'était ça, la première partie. En tout cas, c'est des jeunes, le désir. Et là, l'intermezzo, ils partent ramasser 3h30 dans une discothèque. dans une discothèque avec une scène donc de 15 les minutes toilettes. dans les toilettes. Franchement. Ben, c'est ça la jeunesse Les gens. aujourd'hui, j'imagine. Les gens ont des idées. Moi, j'aime ça que l'art provoque de la discussion, qu'une œuvre divise, je trouve ça formidable, c'est toujours mieux que l'indifférence générale habituelle. Le problème de ce film, qui effectivement dure 3h30 en plus de tout, c'est qu'apparemment, il n'y a pas vraiment d'histoire et on y voit surtout des culs. Ah ouais. Il y a même eu un décompte. Ah ouais? Ouais. 208 minutes, 178 plans de fesses. Eh là là. Ça fait quasiment un plan à la minute. Des fesses C'est ce qu'on appelle un plan cul. c'est un plan cul. Très long, très long plan cul. Des fesses de femmes filmées au ralenti, en gros plan, avec envie, désir, pendant que des jeunes gars, eux, se demandent comment les pognasser, ces dites fesses. Alors, de ce que je comprends des critiques, tous ont l'air de dire que le seul distributeur que Kechiche va pouvoir trouver en Amérique du Nord, c'est pas Pornhub. Non, mais voyons. Pour de vrai. Donc, vous commencez à comprendre mon dilemme. Comment je peux continuer à aimer Kechiche alors que ça a l'air d'être absolument terrible? Alors, je me suis demandé d'abord si c'était l'aspect porno du film qui Parce que choquait autant. la ligne est mince, quand même. Exactement. Un cunilingus de 15 minutes, apparemment non simulé, comme dans Adèle, comme dans La vie d'Adèle, parce qu'apparemment, monsieur Abdelatif Kechiche a de la suite dans les idées. Alors, pourquoi est-ce qu'une scène porno dans un film traditionnel choquerait autant? Kechiche, c'est ni le premier ni le dernier à le faire. Il y a énormément d'exemples. On peut remonter au Marquis de Sade, Courbet, La naissance du monde, Gaspard Noé dans Love, les photos de Mapplethorpe, la série Made in Heaven de Jeff Koons, Vincent Gallo avec la fellation dans Brown Bunny. Le sexe graphique a toujours été utilisé comme un argument soit marketing, soit artistique. C'est absolument pas nouveau. Mais j'ai quand même fait mes recherches et je me suis demandé quand est-ce que commençait le porno, quand est-ce que commençait l'art. Alors, il y a deux choses qui sont ressorties de ces recherches. C'est que, d'abord, à moins de comportements illégaux, l'art a le droit d'insérer autant de kinky. Oh, bah, elle était facile. Le pauvre écrivain québécois Yvan Godbout, avec Hansel et Gretel, en a fait la terrible expérience parce qu'il a écrit une scène dans laquelle il décrivait une scène d'inceste pédophile et il a été condamné. Tout à fait. Donc, c'est tombé sous le coup de la loi. Mais Parce que ce qui est décrit est illégal. parce que ce qui est décrit Sur le plan est illégal. juridique, c'est ce que j'ai compris, en fait, de... Mais ça reste de la fiction. Oui. Et donc, Oui. est-ce qu'on a le droit de représenter tant qu'on reste dans les limites de la loi, a priori... C'est que je pense qu'il y a l'idée d'incitation. Oui, mais... Oui, je comprends. Mais les lecteurs sont pas je dis non pas que je suis pour plus, les juges, là, je dis juste ce que j'ai lu. Là. En tout cas, pauvre homme, pauvre Yvan Godbout. Mais ce qui va différencier les deux, en fait, entre la porno et l'art, c'est d'abord l'immédiateté de la lecture. Une scène porno, vous n'avez pas besoin de la revoir deux fois. Le sens est pas mal lisible au premier regard. Le but aussi,
stimuler et satisfaire une libido. Ce qui va aussi différencier, c'est est-ce qu'il y a un discours en arrière. Le sexe graphique dans une œuvre, oui, si c'est pour soutenir une idée, un discours, par exemple, l'allégorie du fascisme dans les 120 journées de Sodome de Pasolini, la métaphore de la haine de soi engendrée par l'hyperproductivité dans Shame de Steve McQueen. Donc, c'est pas interdit à la base. Une fois que j'ai établi ça, ça m'aidait pas plus à savoir si j'avais le droit d'aimer le cinéma d'Abdelkechiche ou pas, surtout si on admet que c'est probablement pas cette scène de cunilingus qui pose tant de problèmes dans le film. Si on y réfléchit, nous aussi au Québec, on a eu notre film de fesses de l'année avec plein de sexualité explicite dedans, c'est Les salopes et le sucre naturel de la peau de René Beaulieu, avec Brigitte Poupard, qui fort logiquement devrait remporter l'Iris de la meilleure actrice dimanche soir. Mais zéro choc devant ce film-là. Ouais, mais je sais pas. En tout cas, moi, pour avoir vu Les salopes, je suis pas sûr que c'est comparable. Puis oui, il y en a, mais le contexte s'y prête. Voilà. Et il y a une certaine. Oui, c'est cru. C'est cru, puis c'est subtil en même temps, je trouve, la façon que ça a été filmé. Puis il y a un discours. Il y a quelque chose de très, très clair. On parle de l'émancipation sexuelle de la femme, entre autres. Il n'y a effectivement eu aucune levée de bouclier contre ce film-là. Tout s'est passé tout à fait normalement. Alors on pourrait dire, dans un cas c'est un réalisateur, dans un cas l'autre c'est une réalisatrice. Ça sera un petit peu réducteur. Moi, ce qui me semble vraiment en cause dans le cas de Kechiche et qui explique pourquoi il n'y a rien eu devant le film de René Beaulieu, c'est ce concept très nord-américain de male gaze. On peut le traduire par regard masculin concupiscent, peut-être quelque chose comme ça. C'est un concept qui n'existe pas vraiment en Europe. Qui a jamais été vraiment développé. Et d'ailleurs, sur Twitter, vous pouvez aller voir les réactions de gens qui se régalent de la réaction de Kechiche, parce qu'on lui a demandé, on lui a parlé du male gaze, et il a répondu « Oh, je connais pas du tout l'expression, ça sonne un peu comme merguez, c'est drôle. » Franchement. C'est drôle. On dirait François Legault. C'est ça. On dirait une réponse de François Legault. Donc le male gaze, c'est ce regard masculin forcément un peu vicieux sur les madames qui deviennent considérées comme des objets et qui, il faut le dire, habitaient la plupart des œuvres artistiques depuis la nuit des temps. Je rappelle que Truffaut a déjà dit « Le cinéma, c'est l'art de filmer les jolies femmes ». On peut penser aux blondes chez Hitchcock, les James Bond girls, les filles dans les films de Michael Bay. Bref, ça a continué jusqu'à ce qu'on se rende compte plutôt récemment que les filles avaient aussi un cerveau et une bouche qui servaient à autre chose qu'à se poser sur ce qui se cache dans les culottes des messieurs. Ça existe depuis 1975, le concept de male gaze, pourtant. Ça fait longtemps. 1975 1975, okay. Il a été façonné par la critique de cinéma Laura Mulvey et réaliser qu'il existe, et qu'il n'existe pas seulement au cinéma, dans la pub, dans la pop culture, absolument partout, réaliser qu'il existe, c'est constater de façon un peu dégoûtée que le corps féminin est vu comme ça dans notre monde, c'est-à-dire un truc qui sert principalement à attiser le désir masculin. Et si Kechiche choque et pas René Beaulieu, je crois que c'est vraiment à cause de ce male gaze. Beaulieu, en fait, son film est extrêmement froid. Oui. Il est très, très clinique. Il n'y a pas d'exaltation de la chair. Il n'y a aucun gaze, ni male, ni female. Oui. C'est un peu la même chose dans La pianiste de Michael Haneke. Ça, on va dans des scènes très, très crues, graphiques, sexuellement explicites, mais rien de fascinant, ou en tout cas pas d'exaltation de la sexualité. Chez Kechiche, apparemment, de ce que je lis, ça déborde de male gaze, ça transpire, ça le met tellement de l'avant que ça en devient écœurant. Et ça devient au final comme une caricature. C'est-à-dire que ce film-là a l'air de caricaturer l'emprise démesurée du regard masculin hétéro sur le monde. Puis je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a un historique avec Kechiche, c'est-à-dire qu'on a su que certaines comédiennes avaient dénoncé un peu ses façons. Fait que je pense qu'il y a son passif à lui qui a pas été dans la façon d'analyser ça. Là. Non, ça aide pas du tout. En fait, ce qu'a l'air de montrer ce film, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas vu et je ne pense pas qu'on le verra, c'est qu'il a l'air d'asseoir la domination quasi absolue de ce regard-là, de l'homme hétéro qui devient la norme, surtout quand on parle de sexe et de porno. Mais c'est là que j'ai réalisé que j'étais sauvée. Parce que le problème, c'est pas vraiment Kechiche et son film. Après tout, il a bien le droit d'exprimer son envie de caresser des culs avec une caméra, ça le regarde. Le problème, c'est tout le reste. Le problème, c'est le fait qu'il n'y a pas de
de female gaze, le fait qu'il n'y a pas de gay gaze, de tout ce que vous voulez gaze. C'est que les hommes ne sont jamais, ou presque, érotisés par un regard féminin. Mais érotisez-nous. Oui, exactement. Je peux penser à quelques exemples. Je vois Andrea Arnold dans Fish Tank qui regardait Michael Fassbender comme un objet de désir transcendant, mais c'est quand même très, très rare. Ce qui fait qu'on ne voit qu'un seul gaze et pas les millions d'autres, ce qui permettrait d'équilibrer les choses et de se rappeler qu'après tout, le désir, le sexe, c'est des magnifiques sujets de création qui sont très, très inspirants quand ils sont traités par tout le monde. Et je vais donc déplacer mon malaise. Je vais plus me préoccuper de est-ce que j'ai le droit d'aimer Keshish ou pas. Je vais tout simplement militer pour plus de variété et de diversité des gays. Et comme le film Keshish, je vais dire, bougez-vous les fesses, mesdames, que le gaze nous appartienne enfin à tous. Merci beaucoup, Hélène, pour cette belle réflexion sur le gaze et la porno. Colin Baudrillard. Oui. On est content de vous revoir. Je suis très content d'être de retour. Ouais. Moi, ça fait un moment que j'ai pas été là. C'est vrai? J'ai continué à écouter les épisodes d'un peu à En distance. dilettante. Puis j'étais content de voir que ça se fatiguait pas, en fait. Je veux vous le dire, vous avez créé un excellent podcast. Je vous félicite. Vous avez un beau Honnêtement, recul. C'est Merci, vraiment vous avez un impressionnant. recul. Surtout, Oh non! surtout sachant qu'avec votre âge, c'est probablement une technologie qui vous dépasse complètement. Ça allait être gentil. Parce que, tu sais, on vous connaissait comme un homme de radio. On savait que vous étiez à l'aise avec les médias d'avant-guerre, mais les podcasts, c'est quelque chose de vraiment plus moderne. Bon, là, je sais, ça m'est arrivé d'être baveux avec vous par le passé. J'ai fait une ou deux blagues sur votre âge, sur votre mentalité de boomer. Mais j'ai décidé de faire la paix avec vous aujourd'hui. J'ai même un cadeau comme preuve de ma bonne volonté. On peut lui passer. J'ai transféré le dernier épisode de la balado sur cassette pour que vous puissiez l'écouter à la maison. Merci pour D'ailleurs, je veux souligner, si les auditeurs veulent contribuer à l'émission, on accepte les dons, puis à la fin de la saison, on va garder tout l'argent pour imprimer des vinyles des épisodes après. Ça serait cool Ça pour serait vrai. quelque chose. Mais ça, c'est... Pour le gag, j'ai vérifié sur Internet, c'est vraiment très cher faire imprimer des vinyles. C'est vraiment hors de prix. Vous savez qu'il va y avoir une saison 2, on va faire une grosse campagne de financement participatif encore et on va peut-être l'inclure. Donner des vinyles, ouais. Oui. Non, donner plus pour avoir des vinyles en plus. D'une émission d'actualité, ça n'a aucun sens, en fait. C'est ça qui est cool. C'est ça l'inverse du point. Oui. Mais ouais, je viens vous parler cette semaine de rien, en fait. J'ai pas de sujet cette semaine. Bref, c'est un peu étrange, mais je pense que c'est quelque chose que les chroniqueurs devraient se permettre un peu plus souvent. C'est pas par paresse que j'ai fait ça. Moi, j'ai épluché les journaux cette semaine, j'ai essayé de trouver quelque chose d'intéressant avec un potentiel comique, puis il y a rien qui m'interpellait. Faut dire, j'ai été en vacances dans les dernières semaines, puis on dirait que mon muscle à opinion s'est comme atrophié un peu. J'ai pris mes distances par rapport à l'actualité, puis j'ai réalisé quelque chose que je réalise pas assez souvent dans mon quotidien, c'est que la grosse majorité des choses, je m'en calisse un peu. Puis je pense que c'est très sain. Tout le monde se porterait beaucoup mieux si, à chaque jour, on prenait le temps de se rappeler que les choses, on s'en calisse un peu. Ça pourrait même être un slogan de RDI. Oubliez pas que vous vous en foutez un petit peu. Parce qu'on n'est pas, honnêtement, on n'est pas obligé d'avoir une opinion. À LCN, ça serait « Oubliez pas où vous en collez ». Il irait plus fort. Il y a une étude qui dit que les gens qui regardent moins les médias sociaux sont plus heureux. C'est vrai. Ça, j'en doute pas une seconde, honnêtement. Justement parce qu'ils s'en calissent, ils suivent Puis ils se pas. comparent pas avec les autres. Voilà, exactement. On mettra les liens de l'étude sur la page Facebook de l'émission. Mais en même temps, c'est parce que ça, on n'est pas obligé non plus d'avoir une opinion tout le temps sur tout. Je pense que c'est pas normal. Moi, je comprends pas comment les chroniqueurs qui pondent 5 textes par semaine réussissent à y arriver. Pour vrai, c'est sûr qu'ils finissent par s'inventer des opinions. À un moment donné, ah ouais, on va dire que je pense ça, mais tu sais, dans le fond, puis il y a un risque avec ça, c'est que quand tu t'exprimes trop, c'est que plus tu te prononces souvent, en fait, plus tu as de chances de dire de la merde. J'appelle ça la règle des radios de Québec. Puis je dis ça pour les défendre. En fait, moi, ça m'arrive d'entendre des extraits puis d'être vraiment fâché comme contre les chroniqueurs radio. Mais après ça, je me dis, OK, ils font quoi? 3 heures de radio live par jour? 5 jours semaine? C'est juste ben trop. C'est impossible d'être intelligent longtemps de même, pour vrai. Moi, j'ai 3 minutes à faire ici. Je suis pas venu depuis 2 mois puis j'arrive pas à trouver un sujet pertinent. Ça, c'est vrai. Ça volerait pas haut si j'avais 15 heures de radio à faire par semaine. T'sais. Personne peut faire ça. Moi, je suis sûr qu'après 4 heures de radio live, même Alain Deneau nous dirait de s'acheter un pick-up pour écraser des cyclistes. Puis plus tu t'exprimes publiquement, c'est sûr, c'est ça, plus tu as de chances de dire n'importe quoi. C'est une affaire de probabilité, en fait. C'est comme le truc des singes avec les machines à écrire. Tu sais, ce qu'on dit, si tu mets une infinité de singes avec des machines à écrire dans une pièce pendant assez longtemps, ils vont éventuellement écrire Hamlet, mais c'est sûr qu'entre-temps, ils vont aussi te chier un paquet de chroniques de Lise Ravary. Oh non! Puis dernièrement, tout le monde s'arrache la chemise. Vous savez, c'est une amie maintenant, j'ai dîné avec elle. Ah oui? Oui. Parfait. À Radio-Canada. On s'en parlera après.
Mais dernièrement, tout le monde s'arrache la chemise en parlant de censure puis de liberté d'expression. Mais je comprends pas parce que, honnêtement, j'ai l'impression qu'il suffit de passer 2 minutes sur Internet pour réaliser que le problème, c'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est qu'on est constamment en train de rien dire, en fait. Moi, je pense qu'on devrait limiter nos droits de parole. Bon. Dit comme ça sonne un petit peu fasciste peut-être, mais, on serait beaucoup plus pertinent si on avait moins d'occasions de s'exprimer, pas vrai? Ce serait plus précieux, on voudrait que ça compte vraiment. Moi, je suis sûr que les chroniques de Richard Martineau seraient excellentes s'il en faisait une aux 10 ans. Et Mathieu Bock-Côté serait beaucoup plus clair si on y imposait un maximum de 200 mots par phrase. Il arrêterait de faire des phrases avec des fioritures dans lesquelles il se perd lui-même. Il est dur à suivre, pour vrai. Honnêtement, une chance qu'il dit tout le temps la même affaire, parce que sinon, je ne saurais pas de quoi il parle. Mais c'est pas juste une affaire de chroniqueur. Moi, j'ai l'impression que tout le monde... Personne ne fait attention à ce qu'il dit. Moi, j'ai réalisé dernièrement, je suis sûrement pas le seul, honnêtement, ça m'arrive souvent de commencer à parler avant de savoir ce que je voulais dire. Après, mon cerveau devient comme un spectateur de ma bouche. Ah, wow, je suis en train de parler, nice, quel suspense, je me demande qu'est-ce que je vais dire. Je m'improvise des opinions. Je suis souvent moi-même surpris parce que je fais semblant de penser. On s'exprime tôt, puis je pense que c'est en grosse partie la faute de la technologie en ce moment. C'est rendu que l'expression personnelle est trop facile. T'sais, on a une multiplication de plateformes, mais on n'a pas plus d'affaires à dire. Puis la meilleure preuve de ça, c'est justement que je suis en train de passer une chronique où je donne mon opinion sur le fait qu'on partage trop d'opinions. T'sais. On ferait beaucoup plus attention à ce qu'on dit si c'était plus difficile de s'exprimer. C'est une époque où si les gens voulaient écrire quelque chose, ils étaient obligés de passer 3 heures à le graver sur une plaque de marbre. C'est compliqué. Je suis pas mal sûr qu'à l'époque, il y a beaucoup de moins d'émojis d'aubergine avec des gouttes d'eau qui s'envoyaient. D'ailleurs, si les gens ont des commentaires sur ce que j'ai dit aujourd'hui, je suis toujours tout ouvert à en recevoir, mais sachez que je vais juste répondre par télégraphe. C'est la décision que j'ai prise. D'ailleurs, Fred, je pense que vous en avez un chez vous. Hein, c'est le seul moyen qu'on a de vous contacter. Vu qu'on a fait la paix, peut-être que vous pourriez m'apprendre à l'utiliser. Merci beaucoup, Colin Boudria, pour cette belle réflexion. Je n'ai pas de télégraphe, mais j'ai quand même connu l'époque du Téléx quand j'étais jeune. Je sais même pas c'est quoi. Ouais, en fait, c'est mon père travaillait pour les Bisons de Granby. Là, j'ouvre une petite porte personnelle. Mon père travaillait pour les Bisons de Granby, qui était une équipe junior majeure à Granby. D'ailleurs, on félicite les Huskies de Rouyn-Noranda. Nous qui aimons tant l'Abitibi, Godefroy, ils ont gagné la Coupe Mémorial. Oui, Colin, Sonny qui vient de la région, à côté. Pas tout à fait trop Rouen, ouais. Et à l'époque, mon père, donc 82-83, travaille au Bison. Et moi, je suis un passionné de hockey. Et dans le bureau des Bisons, il y a un téléx et les résultats des autres matchs rentrent sur une feuille de papier. En fait, un téléx... C'est comme l'ancêtre d'un fax. Exactement. Okay. Exactement. Alors, voilà. Donc, je suis vieux pour vrai. Je me tourne vers Frédéric Bastien, notre invité. Avant de parler de votre livre Après le naufrage, c'est important, je pense, de vous situer, parce que, bon, c'est pas tout le monde, je pense, qui vous connaît comme historien. On peut dire nationaliste, je pense qu'on peut dire ça. Absolument, de l'École de Montréal? Pas vraiment, non. Non? Ah, pas d'école? Pas d'école. OK. Vous avez, je pense que vous êtes peut-être connaître beaucoup avec cette enquête sur le rapatriement de la Constitution en 1982, enquête que vous avez fait résumée dans un livre, La bataille de Londres. Voilà. Peut-être nous résumer, en fait, cette démarche-là, cette fameuse enquête, en fait? J'ai travaillé pendant presque 8 ans sur un livre qui porte sur le rapatriement de la Constitution. J'ai travaillé beaucoup avec les archives britanniques. Ce qui était une première de ce que j'ai lu. Vous étiez un des premiers historiens ici. Oui, en fait, je suis le premier historien à avoir examiné cet événement avec les archives. Britanniques. Et canadiennes. Okay. J'ai eu un peu d'archives canadiennes aussi, mais surtout, l'essentiel est venu des archives britanniques. Et donc, il n'y avait pas d'historien qui avait écrit cette histoire du rapatriement. Oui, absolument, parce que nos historiens travaillent sur plein de choses, sauf l'histoire nationale. Oui. Et donc, voilà, et ça m'a occupé pendant 8 ans. Et quand le livre est sorti, j'ai dévoilé des informations inédites, notamment le rôle de 2 juges de la Cour suprême du Canada qui ont, je dirais, travaillé un peu en aidant le gouvernement Trudeau à rapatrier la Constitution sans le Québec. Ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Non, ils ont partagé des entraves. Oui, en fait, c'est que le juge en chef et un autre juge se sont mis à donner des conseils à des membres du gouvernement canadien, britannique. Et donc, évidemment, une séparation des pouvoirs. C'est un principe très ancien qui a été énoncé par Montesquieu à l'époque du siècle des Lumières. Oui. Le législatif est séparé de l'exécutif qui est séparé du judiciaire. Et les 3 pouvoirs sont indépendants l'un de l'autre. J'espère que M. Trudeau nous écoute, Justin, parce qu'il y a de ça présentement avec, entre autres, SNC-Lavalin. Il y a toute cette idée de mélange entre les paliers Oui, absolument. Il y a cette question-là qui est posée par l'affaire SNC-Lavalin, la séparation des pouvoirs, effectivement. Oui. Et donc, et là, quand c'est sorti, ça a fait un énorme scandale et ça a duré pendant plusieurs mois. Oui. Et d'ailleurs, dans ce livre, on apprend également que le gouvernement de Margaret Thatcher, je pense, aurait reconnu, en fait, un Québec indépendant si le oui l'avait emporté en 1976. En 80, oui.
80. Absolument. Ah, OK. Bon. Vous venez de publier Après le naufrage, qui est une autopsie assez dure, je pense qu'on peut le dire, de la dernière campagne du PQ et de Jean-François Lisée. Jean-François Lisée qui est venu ici et qui pourtant posait un regard plutôt serein sur sa campagne. Lui accusait les médias et moi-même, en fait, d'avoir coulé le PQ. Ben, c'est un grand classique, hein? On accuse les médias. Ben oui. C'est pas le premier qui fait ça. Non, tout à fait. Ben, et je dirais même, vous semblez un peu fâché dans le livre de la stratégie péquiste, en fait. Ben, je veux dire, quand on est comme moi, un péquiste, puis on regarde les derniers résultats, si on n'est pas fâché, je m'excuse, on a un méchant problème. Là, je veux dire, ceux qui sont sereins du résultat, à part Jean-François Lisée, moi, j'en connais pas là, dans le PQ. Là, ceux que je connais, il n'y a personne que je connais au PQ qui dit, mon Dieu, je suis très serein de nos résultats. Et vous êtes très dur, entre autres, sur la tentative de convergence du PQ avec Québec solidaire. Ça, vous êtes quand même assez virulent à ce sujet-là, alors que moi, de l'extérieur, je trouvais que dans l'écosystème, avec le mode de scrutin qu'on a, que c'était peut-être une façon justement de sauver un peu les meubles. Dans votre livre, vous démontrez... En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec ça du tout. Non, moi, je pense que l'alliance avec Québec solidaire était une très mauvaise idée parce que Québec solidaire, ce sont des nationalistes de fin de semaine. Oui. Une journée sur deux sont nationalistes. Souvent, ils vont faire cause commune avec Justin Trudeau sur les questions identitaires, avec le Parti libéral du Québec, avec nos ennemis du Canada anglais. Nous, le PQ, ça doit être la nation. C'est ça notre fer de lance. Et Québec solidaire, ce n'est pas la nation. Ça, c'est l'extrême gauche. Et c'est plus que ça, c'est la gauche multiculturaliste canadienne qui s'infiltre, n'est-ce pas, qui fait son chemin au Québec. Ce poison? C'est absolument, c'est du poison pour nous parce que nous, l'ennemi du PQ, c'est le multiculturalisme canadien. Nous, on est un peuple fondateur du pays, notre nation est fragile et nous, on doit être dans la défense de l'intérêt national. Et on ne fait pas une alliance avec l'extrême gauche. On ne doit pas faire du PQ une alliance entre la gauche modérée, qui a souvent incarné le PQ, et l'extrême gauche, et surtout pas la gauche multiculturaliste. Mais vous considérez vraiment... Parce que oui, Québec solidaire, sur certains points, sont, extrême gauche, mais quand même, c'est pas... Vous allez vraiment jusque-là que Québec solidaire, c'est complètement... la nationalisation des banques, je ne sais pas comment vous appelez ça. On va... ça me coûte moins cher quand je vais au guichet automatique. Moi, je serais bien content. Non, je fais une blague. Mais, mais la semaine de 35 heures, la retraite à 60 ans, voyons, le Père Noël s'en vient, let's go, pas de problème. Vous êtes plus virulent. Non, mais moi, j'appelle ça, je m'excuse, j'appelle ça l'extrême gauche. Mais ça se peut. J'ai pas la réponse. Moi, je vous pose la question. Dans votre livre, bon, le thème principal, c'est que vous dites que le PQ aurait dû axer sa campagne sur le changement de régime, sur, en fait, réouvrir la Constitution. Vous avez l'impression que ça aurait été une stratégie qui aurait été gagnante. Moi, j'ai l'impression que ces choses-là sont de plus en plus nichées, n'intéressent pas beaucoup la population. Ça m'a étonné vraiment que ce soit... Vous savez, M. Savard, quand je faisais mon livre sur le rapatriement de la Constitution, La bataille de Londres, j'ai fait ça donc pendant 8 ans. J'en ai parlé à des proches, à quelques amis, ma femme, évidemment. Et là, tout le monde me disait, tu sais, Frédéric, ça n'intéresse pas les Québécois, la Constitution, ton livre, là. Et les gens, même ceux qui étaient mes proches, ils essayaient, je pense, de dégonfler un peu mes attentes. Ils disaient, ouais, mais tu sais, moi, je disais, non, ça va être un grand succès, ça va faire un scandale, tu vas voir, vous allez voir. Et tout le monde me disait, non, les Québécois ne sont pas là-dessus, la Constitution, ça n'intéresse personne. Et là, quand mon livre est sorti, il y a eu 3 tirages en une semaine. Pendant un certain temps, j'étais devant 50 nuances de Grey dans les ventes de livres, un roman érotique. Alors, non, mais ça, c'est vrai. Notre sorte de rapatriement. Non, mais il y avait plus de gens qui achetaient mon livre que 50 nuances de Grey. La Constitution, c'est la question du régime. C'est la place du Québec dans le Canada, c'est notre statut politique, c'est la survie de notre nationalité, c'est le statut du français, c'est toutes sortes de choses au niveau tant symbolique, transcendant que concret. Alors, c'est une des questions les plus importantes dans une société. Ça, je suis d'accord avec vous, mais j'ai quand même l'impression que cette réflexion-là n'a pas cette résonance-là dans la population. Je ne sais pas si vous avez Parce qu'on ne sait pas comment interpeller les gens sur cette question-là. Voilà. Alors, ce n'est pas une question de pertinence, c'est une question de comment l'articuler. Et je crois qu'au PQ, malheureusement, on n'a pas bien articulé ça. Et dans votre livre, vous le démontrez, vous avez essayé, parce que vous avez contacté Jean-François Lisée, vous avez fait une tentative aussi pour vous présenter comme candidat. Absolument, oui. Bon. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, que le Parti québécois et Jean-François Lisée, qui est quand même quelqu'un qu'on peut qualifier de brillant, en fait, qui a un certain instinct politique. Peut-être qu'il est meilleur conseiller que chef, mais c'est quelqu'un quand même qui tombait pas du ciel en politique. Comment expliquer qu'il n'a pas embarqué dans cette idée-là? Il y a plusieurs choses, mais je dirais, à un moment donné, je l'ai convaincu, mais malheureusement, après, il a finalement laissé tomber. Disons qu'on est passé de pas convaincu à j'abandonne. Il y a comme eu trois étapes, là.
Mais au départ, au moment où il n'était pas convaincu, M. Lisée, comme beaucoup de souverainistes, comme vous venez de me dire, ça n'intéresse pas les gens. Il y a cette croyance dans la société, dans plusieurs commentateurs, politiciens, que justement la Constitution, ça n'intéresse pas les gens. Et ça, c'est le premier qui a dit ça. C'est les fédéralistes, et en particulier les fédéralistes à Ottawa, après l'échec de Meach et Charlottetown, qui ont très bien compris que plus on parle de Constitution, plus le Parti québécois est pertinent, plus le Bloc québécois est pertinent. Alors, il ne faut pas parler de Constitution. Le premier qui a dit ça, c'est Jean Chrétien, lors de l'élection de 93. Il a dit, que voulez-vous, le chômeur de la Gaspésie, la Constitution, ça ne lui dérange pas. Il a dit ça tel quel, et après ça, les conservateurs au fédéral se sont mis à dire la même chose. Après ça, le Parti libéral du Québec s'est mis à dire la même chose. Et là, le grand drame, c'est que les souverainistes ont adopté le paradigme des vraies affaires. Il faut parler des vraies affaires. Ouais. Alors là, Jean-François Lisée s'est dit, voilà, il faut parler des vraies affaires. Il y a plein de gens qui se disaient, parlons des vraies affaires. Eh bien, voilà. Alors, on a parlé de campagne. On a fait une campagne sur les lunchs gratuits dans les écoles. Alors, imaginez, on va se draper dans le drapeau du Québec. Vive la nation! Et qu'est-ce qu'on vous promet? Ouais. On vous promet des lunchs gratuits dans les écoles. Les gens ont dit, voyons, il n'y a pas d'adéquation entre l'objectif et ce qui nous est présenté. Alors, on est tombé dans l'impertinence. Mais... Est-ce que vous avez vu... Parce que... Tu sais, moi, j'ai 47 ans. Moi, je me rappelle très bien de Meach, de toute cette montée-là, cette réflexion-là. Je me rappelle les bye-bye, entre autres, avait 3-4 sketchs dans les années 80 bien sûr. Sur la politique constitutionnelle. Ça prenait une place immense dans l'actualité. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, ça serait difficile de ramener ça. Je ne sais pas si vous avez vu La fin des terres. Attendez. Est-ce que vous avez vu La fin des terres de Loïc Darce? Non. La réflexion des jeunes sur l'identité québécoise, sur la langue, sur le projet de pays. Puis je peux vous dire qu'en tout cas, eux, pourraient aller voir ce film-là, l'ONF. Non, mais je sais déjà ce qu'ils vont dire. Mais ils sont loin de ça. Ils sont loin de ça parce qu'on n'est pas sur ce sujet-là, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'agit pas. Mais moi, j'ai des doutes sur leur intérêt même. Pourquoi ils ont acheté mon livre? Je ne sais pas s'ils l'ont acheté eux. Non, mais je m'excuse. À l'UQAM, quand mon livre est sorti, ils attendaient des stocks. Il était constamment en rupture de stock à la bibliothèque, à la librairie de l'UQAM. À la coop. Oui, voilà, exactement. Alors, non, ça, c'est pas vrai, ça. Quand on parle aux gens de la bonne façon d'un sujet, qu'on réussit à l'incarner dans quelque chose de concret, et ce que je disais à Jean-François Lisée, que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a une disposition de la Constitution qui dit que si l'Assemblée législative d'une province, l'Assemblée nationale par exemple, vote une motion qui dit « Nous voulons des changements constitutionnels A, B et C, peu importe ce que sont les 10 changements », il y a chez les partenaires de la Fédération canadienne, incluant le fédéral, les 9 autres provinces, une obligation de venir à la table de négociation. Et là, ce que je disais à M. Lisée, c'est nous allons les forcer à venir parler du Québec à la table de négociation. Nous allons faire des demandes. Ils vont être obligés de venir parler du Québec. On va faire sauter le verrou constitutionnel, la camisole de force que M. Trudeau, là je parle du grand Trudeau, là, pas le principal, là, celui qui est là en ce moment. Je parle de son père qui avait vraiment au moins le talent de ses ambitions et donc qui nous a imposé, n'est-ce pas, en 1982 dans un coup d'État. Alors on va les forcer à faire ça. Et donc moi je pense on aurait fait comment? Si on avait on aurait fait campagne là-dessus, premièrement, au lieu de faire campagne sur des lunchs puis du Tinder, du covoiturage. Alors, ça aurait été le fer de lance de notre campagne. On aurait gagné, j'étais certain qu'on gagnait une majorité. On avait des sondages internes qui confirmaient ce que je disais d'ailleurs. Mais moi, c'est ça qui me fascine. Et je vais terminer. Tout ce dont on avait besoin, c'est une majorité à l'Assemblée nationale. C'est tout ce dont on a besoin. C'est un plan réaliste et réalisable. Et c'est concret. Et donc, par conséquent, ça aurait été très facile de le faire. Le Parti québécois a des sondages à l'interne qui démontrent que s'il parle de Constitution, il y a un gouvernement majoritaire qui se pointe au bout. Et malgré tout ça, moi, c'est ça qui me fascine. Malgré tout ça, ils ne le font pas. C'est quoi? C'est que le parti est infiltré par des agents fédéraux. Il y a Christian Lapointe qui vient de se joindre à nous. Bonjour, Christian. Bonjour. Metteur en scène. Oui, on va baisser votre micro un petit peu. Vous étiez en répétition? Oui. Pour Constituant. Exact. Voilà. Et là, on est en train de parler du livre de Frédéric. Vous arrivez à point. J'ai besoin d'aide. On parlait du livre Après le naufrage de l'historien Frédéric Bastien sur la dernière campagne du Parti québécois, sur l'idée de rouvrir la Constitution, de réinstaurer ce dialogue constitutionnel au Canada. Donc, le PQ a ces sondages-là en main et n'y va pas malgré tout. Et on est en janvier 2018. Alors moi il y a une chose que je ne sais pas à l'époque. Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas là souvent. Là. Je suis là quand on parle de ça. On a un comité que je dirige et on parle à Jean-François de temps à autre. Alors, je n'ai pas accès à la vue d'ensemble, là, comme disent les Anglais, « the big picture ».
Et ce que je ne réalise pas, c'est que le leadership de Jean-François Lisée, à ce moment-là, est complètement liquéfié à l'intérieur du parti. Il a déjà proposé à Véronique Yvon de le remplacer. Les sondages sont mauvais depuis un certain temps déjà. Alors, pour tout ça, et ça c'est le résultat de la convergence qui nous a coulé. Et donc, pour toutes sortes de raisons, pour toutes ces raisons, et d'autres encore dont je pourrais en parler longtemps, mais ça, c'est surtout des choses que j'ai entendues par la suite, dont Lisée parle aussi un petit peu dans son livre, à lui. Oui. Donc, son leadership est très faible et finalement, il essaie un peu de vendre le plan, mais il essaie juste un peu parce que justement, il n'a pas beaucoup d'ascendant sur les troupes. Et là, parce que ça vient de lui, c'est rejeté. Alors, c'est pas le plan comme tel, mais c'était lui. Il y avait une hostilité contre lui, une méfiance, etc. Il ne commandait plus vraiment ses troupes, tout ça. Et par conséquent, le plan a été mis sur la glace. Et d'ailleurs, dans le livre, vous parlez aussi, en fait, vous soulignez que le mouvement souverainiste, le mouvement indépendantiste a de la difficulté à saisir dans l'histoire des moments où le contexte l'avantage. Et ça me semble être quelque chose de flagrant, parce que là, c'est juste parce que ça vient du chef qu'on refuse, alors que si tout le monde, les militants, sont conscients que les sondages sont favorables, ils auraient dû y aller puis passer par-dessus ça. Qu'est-ce qui explique le manque d'opportunisme, en fait, presque congénital du mouvement souverainiste? Ben, moi, je dirais pas que c'est un manque d'opportunisme. C'est vraiment un moment précis. Il y a M. Lisée qui est affaibli et on est proche de l'élection. Il y avait une chose quand même dans ceux qui étaient contre. Je leur donne ceci. Moi, j'avais dit à M. Lisée, la première fois que je lui ai parlé de ça, c'était en juin 2017, tout juste après que la convergence est complètement écroulée. Oui. Le grand plan de M. Lisée, c'était la convergence. Il n'y a eu que ça. Et il s'en est jamais vraiment remis. Et donc, et là, je lui avais dit, pour faire ce virage-là, le meilleur moment, c'est le congrès du PQ de septembre 2017. Ça, c'est vraiment le moment parfait pour nous relancer. Mais M. Lisée a mis du temps à se faire convaincre de ce que je lui disais jusqu'à temps qu'il fasse enfin ce que je lui avais dit. Fais des sondages, tu vas voir que ce que je te dis est vrai. C'est quand il a vu les sondages, mais les sondages, il ne les a commandés qu'à la fin de l'année 2017. On les a eus en janvier 2018. Et là, c'est vrai que le moment idéal était passé, le moment du congrès de septembre 2017. Ça, c'était le meilleur moment. Moi, je pensais qu'on était encore capable, au printemps 2018, d'y aller à 4-5 mois d'élection. Mais c'est sûr que le moment idéal n'était plus là. Ben là, de toute façon, on ne le saura jamais parce que ça ne s'est pas passé. Dans le chapitre 2, qui s'appelle « Mythe de l'intolérance », vous commencez fort. Vous donnez raison à Jacques Parizeau dans sa déclaration le soir de la défaite référendaire sur l'argent et le vote ethnique. Moi, ça m'a fait sursauter parce que je trouvais qu'il n'y a pas un peu un raccourci là-dedans parce qu'on regarde les taux des pourcentages du oui en Beauce dans la région de l'Outaouais, à Québec, entre autres. Est-ce que ça, c'est pas la réelle... Parce que j'ai l'impression que ce chapitre-là, parce que vous parlez d'immigration, il y a une espèce de désir, en fait, de casser justement le mythe que le Québec est intolérant. On est en plein débat sur la loi 21. On sait ce qui se passe sur les médias sociaux. Il faut faire attention parce que l'échantillon n'est pas toujours représentatif. Mais vous persistez à croire que c'est vraiment l'argent et le vote ethnique, entre guillemets, en tout cas, pour reprendre les mots de M. Parizeau? Non, mais M. Savard, si c'était moi qui le disais, ça n'aurait aucun intérêt. Celui qui l'a dit, c'est le président de l'aile québécoise du Parti libéral du Canada, Benoît Corbeil, qui s'est fait pincer lors du scandale des commandites. Et il avait dit, si la marge de victoire du non avait été de 2-3 points de pourcentage, j'aurais dit, M. Parizeau n'avait pas raison de dire ce qu'il a dit, mais c'est vrai, nous avons ouvert la machine de naturalisation des immigrants dans les mois qui ont précédé. Je connais moi-même des immigrants qui ont reçu leur citoyenneté alors qu'ils n'étaient pas du tout à ce stade-là du processus. Nous avons violé la loi électorale québécoise, nous avons dépensé des millions et nous avons gagné par une marge minimaliste. Oui. Alors, je suis obligé de dire, dit Benoît Corbeil, pas moi. Je comprends. Que M. Parizeau avait raison. Alors, moi, la seule chose que je dirais de M. Parizeau, c'est que c'était pas une brillante idée de le dire le soir du référendum, de la façon dont il l'a dit. Ça, c'était une erreur. Il n'aurait pas dû dire ça de cette façon-là. Mais sur le fond, je pense que là, il y avait vraiment quelque chose. Notamment pas moins que si le oui avait eu des appuis substantiels dans ces régions-là, on n'aurait pas cette discussion-là. On n'aurait pas
on n'aurait pas ce débat-là, puis qui a été néfaste. Non, mais c'est. Je pense que cette déclaration la question, c'est. Attention. La question, c'est pas de blâmer un groupe d'électeurs, là. C'est de dire que le gouvernement fédéral n'a pas respecté la loi électorale québécoise. Ça, oui. Et de deux, c'est qu'ils n'ont pas respecté la loi sur l'immigration. Alors, ils ont violé les règles du jeu. Oui. Moi, je ne dis pas que c'est à cause d'un tel, Je dis que le fédéral a pris des moyens qui étaient en dehors de la légalité pour gagner le référendum. C'est tout ce que je dis. Il y a Jason Kenney qui vient d'être élu en Alberta, qui semble vouloir rouvrir, en tout cas reparler de péréquation, Absolument, entre autres. Bon. ouais. Est-ce que vous avez l'impression que réouvrir la Constitution, ça va venir d'une autre province? C'est possible. C'est possible. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de... Ça peut être excellent pour nous. Alors, on va voir ce que M. Kenney va faire, mais c'est sûr que tant qu'on a... Parce qu'il y a du mécontentement dans l'Ouest canadien qui est larvé depuis longtemps. Oui, et là, on a l'impression que c'est sur oui, le mais point d'éclore. Oui, absolument. Et moi, je pense que si M. Kenney ouvre la Constitution, il va falloir arriver nous-mêmes avec nos propres demandes. Ça peut constituer une opportunité. Mais vous savez, dans le fédéralisme canadien, soit on avance, soit on recule. On ne fait pas du surplace. Notre poids démographique dans le Canada continue de baisser. Oui. Il n'y a aucun parti politique au Québec qui s'occupe de cette question qui est fondamentale pour la survie de notre nationalité. Et le poids la proportion de gens au Québec qui sont de langue maternelle française est en train de baisser de façon extrêmement dramatique. Alors, au milieu du 19e siècle, nous étions environ 75 % de la population du Québec, alors que la Grande-Bretagne, avec l'immigration, essayait de nous mettre en minorité au Bas-Canada. On a remonté, grâce à notre natalité, on a maintenu autour de 80 % le nombre de francophones au Québec. Et aujourd'hui, on est retombé à 75 % Dans 30 ans, on va peut-être être à 70 % et dans au 22e siècle, on pourrait devenir minoritaire. Ouais. Là, on fait de la projection, on n'en a aucune idée. Parce qu'en même temps, j'ai dit on pourrait. Oui. Christian Lapointe, là, vous arrivez à brûle-pourpoint. À date là, de ce que vous entendez, qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Vous êtes metteur en scène, vous travaillez sur un projet qui n'est pas tout à fait dans cette mouvance-là, mais quand même, vous êtes dans une réflexion. On va y revenir plus tard, cela dit, à la Constitution, mais vous êtes dans cette réflexion-là sur repenser le Québec d'aujourd'hui. Comment vous réagissez? Ben, d'abord, moi, je trouve ça... une chose que je trouve étonnante, c'est le fait que la Constitution canadienne, ça n'a pas été écrit par des citoyens. Hein? C'était écrit par 4 gars dans une cuisine. Ouais. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être pas 4. Là. Ouais. Hein? Vous savez, on sait que il y a 33 textes législatifs dans la Constitution canadienne. Hein? C'est une des constitutions les moins concises du monde. Là. Je vous mets au défi d'essayer de lire la Constitution canadienne. Et là, ça, c'est une loi qui nous régit et auquel on n'a pas adhéré formellement. Hein? Donc, nous, au Québec, on est comme conjoint de fait avec le rock. Donc, eux, c'est comme si le matin là, de ce qu'eux appellent de kitchen reunion, là, la réunion de cuisine, ils se sont mariés. Et nous, comme on n'a pas signé, mais qu'on a continué d'utiliser la poste, la monnaie, former des militaires, etc., ben, eux, comme le droit britannique tient sur la tradition, ben, c'est comme si on est des conjoints de fait. Mais au Canada anglais, le droit civil, là, c'est le common law. D'ailleurs, ça porte le même nom. Hein? Common law, quand tu es conjoint de fait en anglais, on dit common law. Et nous, ici, c'est le Code Napoléon, le Code civil français. Et dans le Code civil français, le Code civil qu'on a ici, vous le savez probablement, si vous êtes conjoint de fait, là, puis que votre conjoint meurt, puis il n'y a pas de testament, vous n'avez rien, ça va tout à sa famille. Alors qu'au Canada anglais, non, être conjoint de fait, c'est comme être marié. Donc, le fait qu'on n'a pas signé le rapatriement de la Constitution canadienne, c'est comme si on dit, on est comme conjoint de fait, mais on le voit pas dans le droit civil, on n'a pas la même perception de ça. Donc, il y a des gens qui vont dire, dans les faits, pourquoi s'applique ce rapatriement de la Constitution canadienne alors qu'on ne l'a pas signé? Donc, il y a des vides là. Moi, ce que j'ai trouvé effarant, là, dernièrement, dans les 3 dernières années, le travail que j'ai fait, c'est aussi de voir l'apartheid dans lequel on vit. Hein. Donc, on est dans un état d'apartheid au Canada. Il y a 2 types de citoyens. On appelle ça des réserves, mais ça a plus à voir avec des camps de réfugiés, ce qu'on appelle des réserves. Oui. Jusqu'en 89, là, le train qui montait à Shefferville, là, les Autochtones et les autres ne pouvaient pas être assis dans le même wagon jusqu'en 89. Hein? Et juste le dernier pensionnat, les pensionnats, dans le fond, c'est presque des camps de concentration. Hein? Ce sont des milliers à ne jamais être revenus des pensionnats. Le dernier à fermer, c'est en 1996. Donc ça, c'est hier matin. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est
ben, je vois pas pourquoi on irait d'en réouvrir la Constitution canadienne puis la signer, alors que ça n'a pas été écrit par des citoyennes. J'ai pas parlé de la signer. Non, bien sûr, bien sûr. Je n'étais pas là au moment où vous avez commencé à en parler. Donc, moi, oui, allez-y. Ben, Christian Lapointe, je vais prendre la balle au bon. On devait en parler plus tard, mais on va en parler là parce que vous êtes là puis vous êtes bien parti. Donc, vous êtes au centre d'un projet. Si vous le permettez, Frédéric, on a mieux de réunir les deux sujets. On va réfléchir ensemble. Vous êtes au centre d'un projet très, très intéressant. C'est le projet Constitution. Expliquez-nous un peu d'où ça part et les grandes lignes de ce projet-là. Oui, donc Québec solidaire, autrefois, proposait de faire l'Assemblée constituante ouverte, donc c'est-à-dire, comme province, nous, on a le droit de se constituer. Hein, les provinces canadiennes, c'est dans la Constitution, dans le rapatriement de 82, ça donne le droit aux provinces de se doter d'une loi fondamentale. Et donc, comme on n'a pas signé le rapatriement de la Constitution canadienne, là, ils ne s'entendent pas, les constitutionnalistes, sur ce qui arriverait si la Constitution du Québec, par exemple, entrait en conflit avec la Constitution canadienne. Il y en a qui disent qu'il faudrait réécrire jusqu'à temps que ça rentre plus en conflit. D'autres qui disent que non, il faudrait négocier une sécession de bonne foi. Il y en a même qui disent que peut-être qu'une République du Québec, ça pourrait exister dans le cadre du Canada. Bon, là ça, c'est toute une aventure juridique. Et donc, moi, je me suis dit, quand Québec solidaire ont annoncé qu'ils allaient rejoindre les Oui Québec en faisant la fusion avec Option nationale, on dit qu'ils abandonnaient la constituante ouverte. C'était une des conditions d'Option nationale d'aller sur la constituante fermée, donc l'idée de faire une constitution d'un Québec pays. Mais ça, au jour d'aujourd'hui, c'est de la fiction. Mais si on écrit une constitution pour un Québec province, puis cette constitution-là entre en conflit avec la Constitution canadienne, donc les juristes, les constitutionnalistes, ils ne sont pas d'accord sur l'issue juridique de ce contexte-là. Et aussi, les Autochtones, il n'y a pas de preuve foncière qui dit qu'ils nous l'ont cédé, le territoire. Mais à part la paix des braves, là, il n'y a pas de preuve qui dit que ici, c'est pas à eux. Donc, Philippe Couillard avait dit d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, qu'il ne pouvait pas, comme gouvernement majoritaire, envoyer un message à l'Espagne de laisser voter les Catalans, parce que l'opposition demandait que le gouvernement du Québec se positionne pour que l'Espagne laisse voter les Catalans. Et Philippe Couillard a dit non, parce que nous, ici, si on se séparait, les Autochtones pourraient déclarer l'indépendance unilatérale sur 450 000 km², sans référendum, sans rien. Donc, la seule façon de préserver le Québec, comme on le connaît, c'est de rester britannique. Et ça, c'est la même journée où il annonce la loi sur le pétrole qui permet aux corporations de forer dans les plans d'eau. Donc, dans la même journée, le premier ministre à l'époque nous dit non, il faut rester britannique parce que sinon, ça va être... donc, il faut continuer le génocide culturel. Et de toute façon, on va laisser nos amis forer dans les plans d'eau. Donc, on va pas laisser les Autochtones... Mais tout ça nous dit pas c'est quoi votre projet. Oui, je m'en viens, là. Cette balado va durer 4h30. Je suis une effeuilleuse. Non, c'est parfait. Le plaisir est dans l'attente. Donc, c'est un projet conjoint de l'Institut du Nouveau Monde et du Théâtre d'aujourd'hui pour ses 50 ans. Et réseau de théâtre partout au Québec. Donc, vous avez demandé à 42 citoyens et citoyennes ont été choisis au hasard pour réfléchir et mettre sur pied une assemblée constituante, c'est ça? Oui, moi, quand Québec solidaire, donc, pour revenir à ce qu'on disait, quand ils ont dit, nous, on va rejoindre la constituante fermée, je me suis dit, tiens, mais ça, c'est de la fiction. Alors que faire la constituante ouverte, ça, c'est une chose que tous les gouvernements majoritaires auraient pu faire depuis 1982 à l'Assemblée nationale. Donc, je me suis dit, mais pourquoi personne ne l'a jamais fait? C'est pas compliqué. Les fédéralistes, ils disent, ça, c'est un cheval de Troie des indépendantistes. Si ça rentre pas dans la Constitution canadienne, ça va amener à la sécession du Québec avec le reste du Canada. Puis là, les indépendantistes, ils disent, ça, si ce qu'ils écrivent, ça rentre dans la Constitution canadienne, on est fourrés. Ça annule le fait qu'on n'a pas signé 82. Fait que tout le monde reste dans son camp idéologique. Et là, vous, le dramaturge, le metteur en scène, moi, je me suis dit, dites... tiens, est-ce que le théâtre, un théâtre, c'est un lieu public, c'est un lieu financé par l'État, c'est comme une piscine ou, on va dire, une bibliothèque. En fait, un théâtre, c'est une piscine pas d'eau. Une piscine pas d'eau. Exact. D'ailleurs, une pièce de Mark Ravenhill qui s'appelle Piscine pas d'eau. Oui. On reviendra à ça une prochaine fois. Oui. Mais donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut... Le théâtre, c'est un lieu dans lequel, normalement, on échange des idées, puis après, on devrait débattre dessus. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut, par le théâtre, par la courroie du théâtre, faire cette mise à l'épreuve du théâtre comme agora populaire? C'est vraiment intéressant, ça. Là, je suis allé chercher des partenaires, les théâtres les plus importants partout dans les régions du Québec, avec le FTA, avec le Théâtre d'aujourd'hui, qui est notre théâtre national, on va dire. Et ensuite, je t'ai approché l'INM, dont le mandat est d'accroître la participation des
des citoyens à la vie démocratique. Bon, c'est un peu copier-coller. Et eux autres sont un OBNL. Et je me suis dit, si le gouvernement voulait faire un appel d'offres pour une organisation qui ferait la constituante ouverte, là, on pourra peut-être décrire un peu c'est quoi la constituante ouverte, probablement qu'au Québec, c'est l'INM qui gagnerait l'appel d'offres. Et là, Julie Caron-Malenfant, qui dirige l'INM, dit, écoute, nous, c'est sûr que c'est pile dans notre mandat. Je vais regarder avec mon comité directeur, il y a peut-être des enjeux de crédibilité là, pour l'organisme. Puis finalement, elle m'a dit, oui, on embarque. Je me dis qu'à ce moment-là, elle s'est dit, de toute façon, il ne trouvera pas l'argent. Parce qu'il fallait financer ça. Ça a coûté plus d'250 000 000. Bon, c'est pas tant d'argent que ça. Ces gouvernements faisaient ça. Ces gouvernements faisaient ça, ça durait 4 ans et demi. Puis il se ferait faire élire 2 fois là, pour ça. Mais là, vous, c'est parce que c'est un projet théâtral, oui, mais il y a une réelle volonté de déposer. Le processus a commencé à l'automne dernier? Moi, j'ai commencé ça il y a 3 ans. C'est public depuis le 14 mai dernier. Donc, au 14 mai, aux Archives nationales, j'ai fait une conférence de presse en disant... Ensuite, Léger 360, à partir de son panel, on a engagé Léger pour qu'il tire au hasard une assemblée de 42 personnes à parité des genres représentatifs de la démographie québécoise. Donc, un minimum de 2 personnes par région administrative. Évidemment, dans la métropole, dans la capitale, puis à Laval, la Rive-Sud, il y a un peu plus de monde, là, avec 8 personnes qui viennent des communautés ethnoculturelles, 4 personnes dont la langue maternelle est l'anglais. Là, je répète mon spectacle. Oui, c'est parfait. Ça nous aide à comprendre un petit peu. Et donc, ils ont fait ce tirage au sort à partir de cette banque du panel. Parce que si le gouvernement faisait ça, ce serait à partir de la liste électorale. Mais là, nous, la société civile, on n'a pas accès à la liste électorale. Et là, il y a eu 3 étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps... Et donc, moi, ce que je dis, c'est, moi, je veux faire une pièce de théâtre documentaire. Donc... C'est plus ce qu'on appelle en art contemporain une manœuvre, parce que quand Christine Beaulieu fait J'aime Hydro, elle documente Hydro-Québec. C'est une enquête. Exact. Alors moi, je fais une enquête sur quelque chose qui n'existe pas, que je dois provoquer. Donc, j'invente le lion dans la savane que je vais traquer. Vous êtes le Pierre Perrault du théâtre, d'une certaine façon. Là, je n'irais pas jusqu'à dire ça de moi-même. Non, mais il faisait ça aussi. Il provoquait. Je veux dire, la pêche au marsouin dans le Poisson du c'était un reenactment. C'est lui qui a mis la graine dans la tête des gens là-bas. Donc, et là, la réflexion, il y a une réflexion derrière ça qui est axée sur 3 axes principaux. Qui sommes-nous? Quelles sont nos grandes valeurs? Comment voulons-nous nous gouverner? Oui, exact. Parce que, tu sais, Justin Trudeau avait dit le débat constitutionnel, on ne rouvre pas ça, c'est une distraction. Puis là, je me dis, mais oui, c'est ça qu'on fait, nous autres, du théâtre. On fait du divertissement. Fait que ça, c'est mon champ d'expertise. Donc, on dit le mot constitution, là, puis là, le monde, c'est comme de la bouillie, puis on a peur. Puis... Non, c'est une constitution, c'est t'es qui, tu veux quoi, tu vas le faire comment. Donc, moi, je trouve que de dire que pour nous, les Québécoises et Québécois, de se doter de ça, que c'est une distraction, c'est un peu... ça m'apparaît ça comme étant une manœuvre de distraction. Et là, ils ont eu, les constituants, ça a été coprésidé. On a trouvé une coprésidence paritaire aussi, donc Daniel Turp, le constitutionnaliste bien connu, et la bâtonnière Claudia Prémont, donc quelqu'un qui était à la tête du barreau du Québec. Ces 2 personnes-là ont animé les débats. Ils n'ont pas du tout interféré dans les contenus, moi non plus. Ils ont eu, les constituants d'abord, dans un premier temps, ont eu de la formation, des conférences là, pendant 2 jours à une assemblée d'inauguration. Ils ont élaboré un règlement de l'Assemblée constituante. Ils ont signé un engagement solennel. Et là, ils se sont revus après au mois d'octobre au Cœur des sciences. Moi, c'est un projet que je fais aussi, c'est financé par les fonds de recherche du Québec. Donc, j'ai cherché, moi, à faire financer ça le plus possible par l'État, par la société civile dans l'État. Donc, le professeur Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec, lui m'a dit, ah oui, ça, moi, partenariat, puis les 3 fonds de recherche embarquent. Et donc, j'ai fait financer ça par différents organismes comme ça. C'est beaucoup le monde académique puis le monde syndical qui a payé pour ça. Et là, dans un deuxième temps, au Cœur des sciences, ces gens-là se sont réunis, ils se sont divisés en commissions, en 6 commissions. Et là, ils ont élaboré des questions à poser à la population. Parce que ces gens-là, le but, c'est pas qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Parce que normalement, ça s'en va à l'approbation référendaire. Il faut que le 2 tiers de la population, là, après, c'est à voir c'est quoi le taux pour que ça passe. Et donc, ils doivent être à l'écoute de ce que veut la population. Et là, ils ont élaboré des questions. Ces questions-là se sont retrouvées dans la population. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats, des forums citoyens dans les théâtres partenaires dans toutes les régions. Il y a un peu plus de 250 personnes qui ont participé à ça. Fait que les théâtres sont vraiment devenus des agoras. Exact. Donc, pour cette étape-là. Donc, c'est là qu'était la mise à l'épreuve du théâtre comme agora populaire. Ça, Et là, dans un deuxième temps, il y a eu un sondage en ligne. Là. Donc, les questions qui étaient dans les forums, c'est des questions plus à développement, qu'on ne pouvait pas répondre par oui ou non. Alors qu'en ligne, là, c'était un questionnaire qu'on pouvait dire tout à fait d'accord, plutôt en désaccord. Et après, on a eu un appel de mémoire. On a reçu une 40aine de contributions. Le truc en ligne, là, c'est 2163 réponses là, quand même. Donc, c'est un échantillonnage qu'on peut faire là, qui est crédible. Là. On peut faire une pondération. Sur la plan comme statistique, on dit. c'est ça. Exact. Et de ça, l'INM a fait une synthèse de la consultation publique. Ça fait à peu près 125 pages. Et là, les constituants se sont
se penchés sur le document. servis de ça, Ouais. ont lu ça et se sont retrouvés une troisième fois dans une assemblée de propositions à la Maison de la littérature à Québec. Donc, ça me paraît un lieu assez symbolique là, pour écrire Ouais. les articles d'une constitution pour le Québec. Et là, ils ont écrit des articles et ils ont commencé à en adopter en plénière. Et ils ont adopté d'abord une dizaine d'articles qui étaient les articles les moins consensuels. Parce qu'il faut le dire, avant tout, avant d'aller plus loin, c'est un processus qui est non partisan aussi. Il n'y Oui. avait pas de prémisse une constitution pour un Québec indépendant ou une province. Donc, la constituante C'est une ouverte. Tu sais, si on Oui, parle de c'est la ça. constituante ouverte, c'est que le Québec comme province a le droit d'être constitué Oui. et on aurait le droit que le gouvernement, si c'était le gouvernement qui faisait ça, là, on va revenir au fait que pour être légitime, ça n'a pas besoin d'être commandé par le gouvernement. OK. On va revenir Oui. à ça. Donc, si le gouvernement faisait ça, mettons, il dirait, il y aurait le choix entre faire élire des constituants, nommer des constituants ou le tirage au sort. Ouais. Puis dans les études qui ont été faites par l'INM sur les assemblées constituantes des 20 dernières années, tu as ces 3 modus operandi là, de choix. C'est intéressant, le tirage, le hasard. Et là, il y a des en fois que c'est démocratie, une combinaison entre Ouais. l'élection, la nomination, le tirage au sort. Et là, mais le tirage au sort, c'est la seule façon d'être persuadé qu'il n'y a pas de joute partisane et qu'on est certain que le caractère citoyen est au centre du processus. Et on peut aussi, par le tirage au sort, être assuré de la représentativité de la démographie. Donc, comme province, on peut se constituer. Comme province, on aurait le droit que ce soit écrit par des citoyens tirés au sort Oui. selon des données populationnelles. Et après, ces citoyens-là, quand ils rédigent, ils n'ont pas à se questionner à savoir si ce qu'ils rédigent, ça rentre ou non dans la Constitution Ouais, c'est canadienne. Parce que sinon, on serait en train d'enlever toute C'est un party d'avocats. on enlèverait la primauté de l'exercice Ouais, citoyen. ouais. Et là, donc, eux, ils rédigent en pleine liberté. Ils ne se posent pas la question de savoir si ça rentre ou pas dans la Constitution canadienne. Puis après, c'est aux juristes à gérer ce problème-là. OK? OK. Donc, tu sais, après, c'est au constitutionnel Ouais. à dire, parce que la Constitution canadienne est une des constitutions les plus difficiles à amender, je pense. Mais après, c'est aux juristes. C'est vrai ça, Frédéric Bastien? Comparé à la Constitution française, là, je pense que Oui, c'est c'est beaucoup sûr plus difficile à amender. on est parmi les constitutions les plus difficiles à être amendées. Et depuis le rapatriement, depuis que nous avons récupéré nous-mêmes le pouvoir constituant qui était détenu par la Grande-Bretagne jusqu'en 1982, parce que c'est ça, rapatrier la Constitution, c'est quand nous avons récupéré le pouvoir de modifier nous-mêmes Oui. la loi fondamentale qui était détenue par le Parlement britannique. Alors, depuis que nous avons fait cela, notre Constitution est devenue presque inamendable. Mais moi, je dirais, Alors, depuis autrement qu'ils dit, ont fait ça, parce que comme on ne l'a pas signé... oui, c'est ça. Ouais. Autrement dit, à l'époque où c'était les Britanniques qui votaient les amendements constitutionnels qui s'appliquaient au Canada, c'était plus facile que depuis que nous avons récupéré ce pouvoir. Mais donc là, Juste avant, M. Christian Et Lapointe, il faut dire, qu'est-ce que vous pensez, Frédéric Bastien, de cette démarche-là? Parce que dans votre livre, si je me rappelle bien, il y a un petit clin d'œil, je pense, à la Constituante. Est-ce que vous en parlez? Non, j'en parle pas vraiment. En fait, moi je suis content qu'il y ait des initiatives populaires, que la culture se fait. Il y a une sensibilisation qui se met en place. Mais moi, ma démarche, c'est plus qu'est-ce qu'on fait par rapport au reste du Canada, qu'est-ce qu'on fait par rapport au fédéral, qu'est-ce qu'on fait par rapport au multiculturalisme canadien qui s'impose à nous. Et donc, disons, c'est une démarche un peu plus, disons, offensive, si vous voulez, parce que, comme je disais tantôt, si on n'avance pas, on recule. Ouais. Et donc, c'est un peu une démarche un peu différente. Oui, si tout vous à voulez. fait. Tout à fait. Votre travail de dramaturge, de metteur en scène, il intervient comment dans ce processus-là? Parce que là, il va y avoir des représentations. Il y a 1er, 2, 3, 4 juin. Oui. Comment ça s'articule, moi, votre travail de metteur en je dois scène? faire une pièce de théâtre, sinon on va dire que c'est du détournement de fonds publics à des oui. fins politiques. Donc, je fais une pièce. Oui. Évidemment, j'essaie de témoigner du tourbillon dans lequel je me suis retrouvé là, pendant 3 ans, parce que, moi, je suis pas juriste. Fait que là, c'est pas une pièce avec les 42 personnes. Non, parce qui ont que été tout l'argent mandatées. est allé sur le Ça processus. va être avec des vedettes, j'espère. Non, là. c'est juste moi en scène, un nobody. Donc, comme l'argent est allé sur le processus constituant, évidemment, il y avait moins d'argent pour mettre sur l'œuvre elle-même. Oui. Mais C'est juste vous qui parlez du projet pendant 2 heures, parce que moi, j'irais voir ça, je vous garantis. Surtout qu'on a un heure de fête. il y a ça d'abord, oui. Donc, moi, je fais un retour sur la pièce. C'est pas une pièce didactique aussi, on passe par plein d'endroits. Ouais. Je m'amuse, Oui. faut qu'on s'amuse. Puis, on réalise aussi que la question constitutionnelle, ça peut être le fun. Non! Moi, une des là, ça me convainc. ça. Une des choses que j'ai vues d'ailleurs, j'ai vu des Québécoises, des Québécois de tous les genres. Ouais.
écrire la loi fondamentale du Québec ensemble, avec personne qui leur souffle dans les oreilles, donc parce que c'était fait sous le couvert de l'art, Ouais. ben il n'y a pas eu de lobby forestier, pétrolier. Donc si quelqu'un disait, oui, ben ça c'est pédagogique, là, maintenant le gouvernement pourrait le refaire, ben non, parce que si le gouvernement le refait, d'abord en art, on le sait, hein, l'argent puis le temps, ça garantit pas la qualité. Non. C'est pas parce que tu as de l'argent puis du temps que la pièce est meilleure au bout. Je dirais que pour un processus comme celui-là, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a de l'argent puis du temps que ce qui va sortir au bout du tuyau va être meilleur. Puis si le gouvernement commande ça, je peux vous assurer là, qu'il va y avoir tout le monde avec des enveloppes autour des gens. Mais vous allez déposer. C'est fait. C'est Donc, fait. OK, hier bon. matin, on a déposé la députée indépendante de Marie-Victorin, Mme Fournier, Oui. a fait un point de presse où est-ce qu'elle s'est engagée à déposer la Constitution citoyenne du Québec qui émane de ses travaux. Puis Hélène, oui. les suites de tout ça, est-ce que vous les intégrerez dans le spectacle ou est-ce que c'est évolutif? Comment ça marche? Ben, là, j'essaie de livrer, comme on dit. Donc, moi, présentement, je devrais être en répétition, mais j'ai dit, bon, On va je vais vous laisser me aller déplacer bientôt. quand même. C'est une pièce là, qui dure 3 heures. Donc, moi, pendant 2 heures, je donne une performance qui revient avec évidemment, l'art, c'est des jeux de déplacement, de détournement. Donc, je fais des jeux de déplacement, de détournement, des contenus d'archives. Mais après, j'invite le public à monter sur scène. J'invite les gens volontaires dans le public de monter sur scène pour lire cette Constitution qui est encore chaude, là, qui sort du four. Et donc, oui, ce matin, il y avait des photos qui nous ont été envoyées de quand Mme Fournier donne la Constitution à Mme Lebel, hein, qui est responsable du secrétariat de la réforme des institutions démocratiques puis ministre de la Justice. Mais je vais voir, parce qu'il y a une limite à ce que je peux amender la pièce. Là, faut d'abord que j'essaie d'arriver au bout de ce que je suis en train de faire. Il y a Jasmine Legendre, une de nos chroniqueuses, qui sera là demain soir à Constitution et qui va nous en parler la semaine prochaine ici, parce que c'est vraiment un objet particulier, théâtral, en tout cas, qui j'espère, en fait, va avoir... Est-ce que la vente se passe bien? Moi, j'avoue que je ne suis pas ça. Puis pour moi, le grand enjeu, c'est que tout le monde s'empare de ce que ces citoyennes, ces citoyens-là ont produit comme documentation là, de cet objet qui est réel. Hein, parce que ça questionne la différence entre et c'est quoi la limite entre la réalité pour la fiction? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire que cette démarche-là n'est pas vraie? Hein? Alors, comme elle a eu lieu, elle est véritable. Et là, quand on regarde le produit de ce qui sort de ça, là, moi, je vous garantis, là, je suis persuadé que si on sonde la population puis qu'on dit, bon, vous avez le choix d'adopter ça en bloc ou le statu quo, je suis sûr que le 2/3 du monde adopte ça en bloc. Mais c'est une opinion. Mais merci beaucoup, Christian Lapointe, d'être venu nous parler de ça. J'espère que les gens ont compris. Parce que c'est vraiment un objet théâtral particulier. Et merci à Frédéric Basset. Je termine avec Frédéric. Dans votre livre, parce qu'avant que vous arriviez, Christian, on parlait quand même du livre Après le naufrage de Frédéric Basset. Vous terminez avec parce que là, on n'a pas parlé... Vous parlez beaucoup d'immigration. Absolument, vous remettez en cause beaucoup la façon que l'immigration se pratique au Absolument, Québec. Et vous parlez aussi qu'il y a quand même de l'espoir. En fait, vous prenez le Printemps érable de 2012 comme une preuve que les Québécois peuvent se fédérer derrière une grande cause. Et pourtant, j'ai l'impression que même ça, il y a un vernis avec les années. Puis finalement, à l'époque, en 2012, c'est pas tout le Québec qui était dans les étudiants. Non, mais au contraire, je pense que le Printemps érable illustre qu'on s'est divisé. Mais ce que je veux dire, je me souviens plus exactement ce que je dis dans le livre, mais je sais ce que j'en pense parce que j'ai pas changé d'idée. C'est que pour moi, le Printemps érable témoigne qu'il y a une énergie collective qui est disponible. Parce qu'on a investi autant d'énergie collective dans le Printemps érable que dans le référendum de 95. Alors moi, je veux dire, je suis professeur. Les droits de scolarité, l'éducation, c'est une question que je trouve très importante, évidemment. Et dans ma famille, tout le monde est professeur, d'ailleurs, mon frère, mes parents. Mais on a quand même investi autant d'énergie que lors du référendum de 95. Alors, je me dis quand même, on n'est pas sur les mêmes enjeux, là. Non. On a l'enjeu de la liberté et de l'indépendance versus est-ce qu'on augmente ou pas les droits de scolarité. Mais ça, pour moi, c'est une indication claire qu'il y a une énergie disponible pour des questions transcendantes, n'est-ce pas, qui font sens au sens français du terme et non pas le calque de l'anglais de make sense, là, mais qui font sens au sens métaphysique et qu'on a besoin de débats comme ceux-ci pour exister comme société. Et donc, c'est un peu aussi ce que je dis dans le livre. Bien, merci, messieurs, vraiment, pour ce moment de réflexion sur la Constitution, sa politique. Ça a été un long moment, mais là, c'est assez.
Godefroy Larando? Mais voici. Ouais, voilà. Faites-nous rire un peu. Un autre genre. Un autre genre. Oui, mais je m'en suis voulu un peu la semaine passée. J'ai pas envie de passer pour le gars qui est toujours sur des faits. Je suis pas journaliste. Non. Mais j'essaye. Ben oui. Je tends vers ça. On peut pas, oui. La devise de Brébeuf, c'est j'ai choisi de tendre la vérité. Oui. Et je suis un voilà. ancien Brébovin. Oui, un Brébovin. Ce que j'aime, c'est que c'est pas prétentieux du tout. Non, du tout. Non, c'est comme, c'est très accessible. Parlant de C'est prétention. accessible. C'est quelques milliers de dollars par année, mais c'est accessible. Oui, j'ai eu la chance de ne pas le payer. Ouais. Ça va être autre chose pour mes enfants, je peux vous le dire. Connaissez-vous le Bota Bota? Parlant de se payer quelque chose. Oui, là. ben oui, le Bota Bota, oui, c'est cet endroit où on peut faire du sauna et après ça se garrocher dans le fleuve. Je pense pas qu'on peut se garrocher dans le Oui, fleuve. on peut. C'est déjà vrai. allé, oui. Bon, mais À une donc, vous époque où ça connaissez allait bien bien ça financièrement, à une ouais. autre époque. J'ai plus les moyens. Là. Ma théorie, c'est que quand on est sur le Bota Bota, le bateau, donc qui est un spa qui est amarré en permanence dans le Vieux-Port, Oui. on voit le Vieux-Port, on voit le fleuve, ça doit être vraiment superbe. Hein? C'est superbe. Mais l'inverse n'est pas vrai. Quand on est dans le Vieux-Port et qu'on regarde le Bota Bota, on se dit comment ça se fait qu'il y a un container flottant qui est arrêté là. Oui. Ça me fait penser, moi... Avec des madames avec des lunettes de soleil. On les voit pas, sont C'est bizarre, petites, puis on dirait, on dirait une caboose de train, le dernier wagon, là, on dirait que c'est ça, puis ça flotte. Je vous en parle parce que j'ai vu l'équivalent russe cette semaine dans le journal. C'est le Botov. Ben, ça pourrait être un bon nom, mais en fait, la page couverture du Devoir de mercredi, la page couverture papier, alors je sais pas combien de personnes l'ont vu. Parce que mon Dieu. on en parle. Déjà, les deux éditions ensemble, c'est pas beaucoup, alors juste Ouais, papier. voilà. Mais il y avait une plateforme flottante russe qui ressemble étrangement à une version cauchemardesque du Bota Bota. Et c'est en fait une centrale nucléaire flottante qui va être déplacée un tout petit peu pour être finalement déposée et être fonctionnelle à 2000 km des côtes canadiennes dans l'Arctique. Okay. Et donc, une centrale nucléaire flottante russe, ça ressemble un peu à un cauchemar. Ça peut être inquiétant. Moi, j'ai peur. Moi, en fait, je fais le parallèle avec le Bota. Le Bota Bota est déjà laid. La centrale est hideuse, mais en plus, remplacer l'aromathérapie aux herbes boréales par une fission nucléaire à l'uranium russe. Oui. Donc, c'est un traitement un peu différent, beaucoup plus stressant. Mais qu'est-ce qui est stressant? Est-ce que c'est parce que c'est russe? On a peur de leur accent? Sont différents? La réalité, c'est que c'est un gouvernement qui a une façon beaucoup plus occulte de présenter les informations. Très difficile de connaître les normes qui ont servi à encadrer le bâtiment et son exploitation. Oui. Et ça me ramène, en fait, pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas inquiétant, c'est que l'URSS et la Russie n'ont pas un historique vraiment là, de négligence sur le plan nucléaire, là, à part Tchernobyl. Là. À part Tchernobyl, ça va faire assez bien. Évidemment, on se le fait vendre comme étant par les Russes, comme étant quelque chose de beaucoup plus sécurisé que Tchernobyl. Mais moi, ça m'amène au principe même du garde-fou, en fait. Les gens qui développent des projets n'ont pas eux-mêmes une conscience de tout ce que ces projets-là vont engendrer de négatif. Et donc, c'est l'extérieur qui doit cadrer les projets, les règlements, les lois. Et on n'y connaît pas bien celles en vigueur là-bas. Et donc, on s'inquiète. Et j'ai vu cette semaine autre chose qui m'a fait penser au cadre et au danger des projets qui partent par eux-mêmes. C'est pas le Bota Bota, c'est le Conseil général de la CAQ. Ils se sont peut-être détendus. C'était à Montréal. Et j'ai un ami qui était là-bas qui m'a envoyé une photo d'un... Vous avez un ami qui était au Conseil de la CAQ? Oui, j'aime mieux pas en parler beaucoup. Il n'y a pas de nom. Mais on a eu des promesses vertes. Hein. Colin en parlait un peu. Transport électrique. En fait, si j'ai bien compris, on va sauver l'Amérique du Nord avec notre électricité magique, quitte à la donner. Ça a l'air que c'est pas une bonne stratégie de vente. Pour faire de l'argent, c'est pas très bon. Mais on a annoncé plusieurs nouvelles priorités pour un gouvernement qui n'a pas été élu du tout en parlant d'environnement. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais la photo que j'ai vue, c'était les 3 priorités du ministre Charette. Et il y avait premièrement diminuer la production de gaz à effet de serre. Ah, d'accord? C'est vague. Deuxième priorité, oui, c'est vague, mais ça va dans le bon sens quand même si on parle de sauver la planète. On est tous pour la tarte aux pommes. Ensuite, mieux valoriser les matières résiduelles. On en a parlé de recyclage ici, donc il y a des enjeux très importants. Oui. Et le troisième, réduire comme s'ils allaient ensemble, réduire les délais d'autorisation environnementale pour les projets. Ah! Comme si c'était 3 choses qui allaient ensemble. Ouais. Et puis, c'est là que ça m'emmenait. En fait, je me disais que le processus de vérification environnementale, où en fait toutes les balises qu'on peut mettre autour d'un projet pour cadrer son développement, me semble être, oui, parfois des bâtons dans les roues, mais essentiel. Parce que quand un projet se développe par lui-même, que ce soit les gaz de schiste, que ce soit aux États-Unis, que ce soit la filière éolienne en Gaspésie,
nommez-les toutes. Quand un projet se développe, c'est pas lui qui va avoir un regard sur les enjeux peut-être négatifs qui lui sont associés. Donc, le cadre doit être imposé par l'extérieur. Il doit être clair. Et si on me dit qu'on veut travailler et accélérer le traitement des projets, dans le fond, est-ce qu'on veut simplement le rendre plus efficace ou est-ce qu'on veut enlever des exigences? Oui. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, je pense que la réponse est B. Ben, on le verra bien parce que je vous avoue que la CAQ me surprend un petit peu et donc je leur donne. Ils sont moins jambons qu'on pensait. Ben, je suis surpris. Il y a comme, je me rappelle de leurs faces quand ils ont été élus et je me rappelle avoir eu un feeling de dire. Ben, coudonc, ils ont l'air vraiment contents et ils ont l'air de prendre ça au sérieux et d'être investis. Je me disais, c'est déjà plus que ce que je suis habitué de voir. Oui, c'est vrai. Et même si on fait des blagues, on les regarde aller, mais enlevez-moi pas trop vite les garde-fous, que ce soit au plan environnemental ou autre. Oui. Ça me ramène, moi, au principe de la guimauve. Ah, et le principe de la guimauve... Non, non, qu'est-ce que c'est que ça, Godefroy? Qu'est-ce que vous nous sortez? Le principe de la guimauve, Fred, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'on est en fait tous là pour notre gratification personnelle. Oui. Hein? Ça rapporte à une étude qui a été faite dans les années 70 par un gars qui s'appelait Walter Mischel. Si je me trompe pas, c'est aux États-Unis. Je vous raconte l'expérience parce que c'est trop cocasse. Là. On prenait des enfants de maternelle qui n'étaient pas dans des placards. Hein. C'était des enfants dans des petits bureaux. Il n'y avait pas de jeu, par contre, pour eux. Et on les mettait avec l'accord de leurs parents, bien sûr, devant une guimauve. Et on leur disait, mon grand, ma grande, tu peux pas la manger, la guimauve. Là, je vais m'en aller 10 minutes, mange-la pas. Puis quand je vais revenir, je vais t'en donner d'autres. Ça, j'aime ça. Et donc, ils sont partis et c'est filmé et faites YouTube Marshmallow Test. Vous allez voir, c'est hilarant de voir les enfants se retenir. Ouais. Vous n'allez jamais voir un surmoi visuellement comme ça. Là, on ne voit pas ça dans la vie. Et la grande question, c'est est-ce que l'enfant se retient et va résister à la gratification immédiate, mais recevoir une guimauve plus tard, ou prendre la chance, manger une guimauve et peut-être vivre un cauchemar, se faire discipliner, se faire chicaner. Oui. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'ils ont tiré des conclusions et qu'ils ont fait des projections dans l'avenir, ils ont suivi les cohortes, et ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'un enfant capable, à l'âge de 4 ans, de retarder un peu une gratification, a beaucoup plus de chances dans le futur de faire un parcours universitaire, d'avoir plus d'amis et d'avoir donc un parcours social plus, entre guillemets, réussi. Et inversement, un enfant qui se serait gratifié, et il y en a, je peux vous dire, qui se gratifie assez rapidement, c'est pas trop long. Oui, guimauve, puis là, il se rappelle juste de guimauve, puis il la mange. Et ceux-là ont beaucoup plus tendance à se gratifier tout le reste de leur vie et donc à faire des choix qui sont immédiats et qui vont pas tenir compte de ce qui peut s'en venir plus tard. Et comment on explique ça, cette propension à manger la guimauve ou pas la manger? Ben, c'est pas compliqué, Fred. C'est qu'une gratification. Vous connaissez le principe de la gratification. Oui, mais pourquoi des enfants attendent et d'autres pas? Ben, c'est une question d'autocontrôle. Et c'est pas tous les enfants qui l'ont. D'où, ça? Ben, ça s'acquiert. Est-ce que les gens qui sont à la Brébeuf ont un meilleur autocontrôle? Ils ont beaucoup... Probablement. Sans doute. Si je me fie à mon expérience, c'est peut-être un peu trop d'autocontrôle. Pas beaucoup de plaisir. Pas beaucoup de plaisir. Pas beaucoup de guimauve. J'en connais quelques-uns, oui. Ben, mais ça fait des bonnes revues de presse, par exemple. Oui, c'est ça. Et scientifique. Je m'en allais vers le fait qu'on est aux prises avec une crise climatique qui nous menace. Mais si moi, demain, je vais faire un tour de Porsche Cayenne et que je vais brûler pour 350$ de gaz, je vais avoir énormément de plaisir. Et ça n'aura pas un impact sur le climat tout de suite. Un peu comme l'enfant qui mange sa guimauve puis qui se dit finalement, jusqu'ici tout va bien. C'est seulement dans 10 minutes le monsieur est revenu. Oups! Et que c'est donc normal pour n'importe quel humain d'avoir pour lui-même cette propension à se gratifier et à oublier le cauchemar qui pourrait venir. Et si c'est difficile pour un humain, est-ce que c'est encore plus difficile pour un groupe d'humains et encore plus pour une compagnie? Et donc, moi, je les blâme pas. C'est normal qu'une compagnie vise ses objectifs. Imaginez-vous, Fred, vous avez parti un projet de balado et vous avez jeté certaines bases. La campagne de financement, ça n'avait jamais été fait. Vous êtes allé chercher du monde un peu partout. Et est-ce que vous avez pensé aux dommages que vous allez causer au Québec en faisant ça? Non. C'est pas votre travail. Non. Et j'ai aucune gratification. Tout le monde est bénévole. Exactement. Vous avez une gratification, Frédéric. Voyons donc. On a tellement de plaisir. Oui, là, ça oui. Bon. C'est ma petite guimauve à moi. C'est votre petite guimauve. Mais tout ça pour dire qu'on y va tous pour la guimauve. Oui. Et quand on travaille un projet, c'est pas notre travail à nous de penser à tout ce qui va aller mal. C'est aux lois de le faire puis au cadre. Et donc,
Je reviens à la CAQ et je me dis, tous ces dossiers gaz de schiste, c'est pas seulement la CAQ, mais partout aux États-Unis, en Amérique, il y a des projets qui partent de l'avant et qui sont pas du tout suffisamment ralentis. On se pose pas les bonnes questions. Et moi, je suis un peu inquiet de voir ce que la CAQ va faire avec ça. Il y a un projet en ce moment qui se développe. Je pourrais pas y aller à long terme, là, mais il y a la filière hydrogène qu'on nous vend là, cette semaine. On en a entendu parler. Le gouvernement Couillard avait débloqué des millions là-dessus. Je pense que c'est 8 millions et on prévoyait 17 millions sur 2-3 ans pour la filière hydrogène. Oui. La filière hydrogène, c'est merveilleux, Fred. Ça fait pas de gaz à effet de serre. Ça sent bon. Oui. Ça sent rien, en fait. Je sais pas du tout. Ça fait des voitures qui ne brûlent pas de gaz à effet de serre et ce serait peut-être l'avenir parce que voici les arguments pour. Faire le plein d'une voiture à hydrogène, ça prend quelques minutes comme l'essence, donc ça va être beaucoup mieux que l'électricité. Oui. Ici, on est capable de produire de l'hydrogène sans problème avec nos centrales électriques. Des fois, même, on a trop d'électricité. On pourrait peut-être utiliser nos surplus au lieu de les laisser sortir sans les turbiner comme on l'a fait l'année passée et produire de l'hydrogène par hydrolyse. Donc, nous, on est capable de produire de l'hydrogène sans aucune production de gaz à effet de serre. Ça, c'est la filière hydrogène. Oui. Mais en parallèle à ça, ce qui se passe, c'est que on investit là-dedans. Toyota a vendu 50 voitures à hydrogène au gouvernement du Québec. Oui. Le gouvernement du Québec paye à coups de millions deux stations-service multicarburants, comme si l'on s'en allait vers quelque chose avec l'hydrogène, alors qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent en même temps et qui questionnent cette filière-là et qui disent... Bon, qu'est-ce qui se passe encore? L'électricité a tellement fait de progrès dans les voitures électriques, faire le plein rapidement, ça commence à devenir possible avec certains types de voitures. Et finalement, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que nos voitures, dans la plupart des cas, je ne vous parle pas de quelqu'un qui travaille sur la route, mais n'importe qui utilise sa voiture en ville conduit... Pour aller chercher des guimauves chez Costco, par exemple, mais utilise sa voiture 10 % de la journée. La voiture est arrêtée 90 % du temps, donc c'est pas si compliqué que ça, charger une voiture. Ça va devenir intéressant pour les véhicules qui ne s'arrêtent jamais. Les trains, les camions, et c'est d'ailleurs vers ça que l'Allemagne s'est tournée. On est capable de remplacer des trains qui fonctionnaient au diesel et de les mettre sur les mêmes tracks, mais de faire fonctionner ces trains-là à l'hydrogène, et l'hydrogène ne libère aucun gaz à effet de serre si le gaz hydrogène a été produit avec de l'électricité. Ouais. Parce qu'il y a aussi une façon tordue de le faire, c'est qu'on peut produire de l'hydrogène avec du gaz naturel. Et donc, on utilise le gaz naturel qui libère un peu moins que du charbon. Oui. Mais donc, en Europe, un peu partout dans le monde, ce que j'ai lu, c'est que c'est autour de 90 % de l'hydrogène qui est produit par des moyens qui libèrent des gaz à effet de serre. Donc, tourner ça d'un bord ou de l'autre, la filière hydrogène mérite peut-être qu'on se questionne, mais pas qu'on saute dans tous les sens. Et donc, je ne dis pas non plus qu'il faut retenir les projets pétroliers et leur mettre des bâtons dans les roues, les ralentir. Il faut ralentir tous les projets. Il faudrait arrêter de se déplacer. Fred, ça serait déjà un plus. Vous me tournez en bourrique, Fred. Non. Tout à fait. Vous simplifiez le débat encore une fois. Vous ne l'avez pas fait tantôt avec monsieur l'historien. D'ailleurs, c'était super intéressant. Ils sont fâchés, sont partis les deux. Non, ils étaient contents, ils sont partis ensemble. Oui. Ils discutent encore, on les voit dehors. Non, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on y va tous pour la guimauve, Fred. Donc, le projet comme tel, moi, je ne blâme pas un projet de voir son côté de la médaille. Et je suis un peu inquiet de voir la CAQ limiter les moyens de contrôle et nous garantir que, vous allez voir, on va faire de la business, ça va être pas mal moins long qu'avant. Et j'ai hâte de voir de quelle façon ça va se faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on y va tous pour la guimauve, Fred. Merci, Godefroy Laurando. Une autre belle chronique. On en sort encore grandi. Avec des calories en plus. Et là, on termine cet épisode avec Barbara Judith Caron qui va nous faire un survol économico-curieux. En fait, c'est ça. Contrairement à Colin, moi, il s'est passé beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses. Alors, j'ai décidé de ne pas choisir. C'est bien. Alors, on va y aller en rafale. Un florilège de nouvelles économiques. Alors, la première, vous vous souvenez, je pense que c'était à mon premier passage quand j'avais parlé de Jeff Bezos. Oui, et de sa d'Amazon. Fortune. On s'inquiétait. Oui. Est-ce qu'il va survivre à son divorce, la piscine en terre, tout ça. Ouais. Alors, mais là, c'est de sa femme, son ex, en fait, dont je voulais parler, et qui, le divorce a donc été prononcé. Il ne s'aime plus. Il semblerait que non. Et donc, le divorce a été prononcé et elle s'est donc retrouvée avec une petite fortune, elle, de 49 milliards de dollars canadiens, là, si on veut. Et elle a annoncé du même coup qu'elle allait signer le Giving Pledge, qui est... en fait, elle a décidé d'embarquer avec à peu près, je pense qu'ils sont rendus à 204, là, j'ai regardé les chiffres. Donc, ce sont des multimillionnaires, des milliardaires qui s'engagent
encouragent donc à dépenser leur fortune dans différentes œuvres caritatives. C'est la privatisation de la philanthropie. Ben oui, ça c'est un autre dossier, mais c'est un peu, c'est tout ça. C'est une organisation qui a été fondée par Bill Gates et Warren Buffett. Des gens, c'est sa petit budget, comme on le sait. En 2010, et donc elle a décidé d'embarquer dans ce groupe-là et elle a dit donc qu'elle allait donc s'engager et donner sa fortune à des œuvres dans toutes sortes d'œuvres de charité. Et elle a dit que bon, ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts, mais je ne vais pas attendre et je vais m'organiser pour que ça se dépense jusqu'à ce que le coffre-fort soit vide. Oh. Donc, mais ça part d'où? Pourquoi tant de générosité? Ben, en fait, c'est une autre vision complètement de la façon dont on dépense sa fortune et qu'est-ce qu'on fait avec sa fortune. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que donc je disais ça c'est une espèce de quotidien en ligne Quartz qui rappelait que son ex-mari, lui, a souvent été critiqué pour il est cheap finalement. Jeff, si on veut résumer tout ça. Et donc ils reviennent sur un article du New York Times en 2017 qui disait que sa famille à l'époque avait dépensé à peu près 100 millions de dollars au total dans des œuvres de charité. Et donc, on se dit 100 millions de dollars pour la plupart des gens ici en ce moment, c'est beaucoup. Oui. Mais dans son cas, c'était à peine 1/10 de 1% de sa fortune. Donc, c'est vraiment des peanuts. C'est du screening. Ouais, c'est exactement. Et donc, c'est ça. Alors, qu'elle décide de dépenser, donc d'annoncer qu'elle va dépenser 49 milliards de dollars, ben c'est vraiment une espèce de fracture. C'est deux visions. Juste pour le faire chier encore plus. De ton argent en plus, je vais le donner ce que tu veux pas faire. C'est très intéressant, mais Jeff, quand même, en fait, pas fin limier, plutôt bon joueur, c'est l'expression qu'elle cherchait, qui a fait une espèce de déclaration publique qui lui disait « Je suis super fière d'elle, quelle bonne idée, c'est vraiment génial. » Mais bon, bref... C'est plus mon argent. Exactement. Donc, évidemment, elle dit ça sur Twitter. Mais bon... Alors voilà à quoi elle va consacrer sa fortune. On va suivre ça. J'ai bien hâte de voir à quoi elle va donner. Oui, c'est ça. Très excité. Mais non, mais c'est ça. Sur le site Giving Pledge, en fait, donc, les gens, généralement, vont indiquer à quelle œuvre ils vont se consacrer. Donc, où va aller. Il y a peut-être moyen, la balado de Fred Savard, d'envoyer peut-être un petit lien. Peut-être de faire le reste de votre chronique en anglais, Barbara. Je vais envoyer ça à Mme Bezos. Ou on pourra en faire une version traduite et l'envoyer. Alors, ça, c'était la première chose. L'autre chose, c'est un article super intéressant dans le Bloomberg Business Week qui nous présente une entreprise donc, qui s'appelle Orbital Insight. Et donc, c'est le magazine de la semaine passée. Et donc, c'est une entreprise, c'est absolument fascinant. C'est une entreprise qui se consacre à de la collecte de données, mais à partir de satellites. En fait, leur objectif, finalement, c'est d'arriver à modéliser, à trouver une espèce de modèle mathématique qui va expliquer comment l'économie globale opère. Ah ouais. Et, bon, évidemment, des données, on n'en manque pas. Hein, on en fournit tous les jours à travers notre utilisation, par exemple, avec notre téléphone intelligent, tous les sites Google, Facebook et compagnie, ça, tout le monde sait ça. Mais eux, leur modèle est complètement différent, c'est-à-dire qu'ils analysent, ils font des prédictions à partir de ce qu'ils observent, donc à partir de satellites. Et donc, je vous donne des exemples de ça, et ça va, en tout cas, ils ne parlent pas de révolution, mais c'est vraiment quelque chose de super intéressant qu'il faut surveiller de près. Et donc, par exemple, ils vont observer des stationnements dans des centres commerciaux, en fait, et vont pouvoir essayer de faire des corrélations entre le nombre de personnes qu'il y a dans le stationnement et les achats qui sont faits. Et là, vous allez me dire, ben là, c'est assez clair. Là, plus il y a de monde dans le stationnement, plus il y a des gens qui achètent. Mais c'est vraiment de faire la corrélation la plus précise possible, parce qu'on peut avoir un stationnement plein, mais les gens... les gens sont cheap. C'est ça. Ou s'ils vont faire du lèche-vitrine, ils vont rien acheter. Donc, ils sont capables de voir... évaluer très précisément toutes ces corrélations-là. Il parlait aussi, par exemple, d'observer les déplacements des voitures et des piétons pour être capable d'identifier à quel endroit on va installer une nouvelle station-service. Oui. Mais l'utilisation que j'ai trouvée la plus pernicieuse, c'est, par exemple, ils sont capables de croiser des données à partir des téléphones intelligents de travailleurs dans des usines. Oui. Et donc, ils croisent ces données-là, ils prennent des données que les travailleurs ont à partir de leur téléphone cellulaire. Ils vont croiser ces données-là avec
ce qu'ils vont observer des va-et-vient des travailleurs et de la production de ces usines-là. Ils sont capables de faire des estimations très, très, très précises sur la quantité de biens qui est produite par chaque travailleur, donc toute l'utilisation. Et c'est absolument... Donc, c'est pas nécessairement une technologie qui va nous aider à devenir de meilleurs êtres humains. Non, c'est vraiment des visées, par exemple, c'est ça, de productivité. Commercial, mercantile, bon. Tout à fait. Et là, ils sont en train de développer une application qu'ils vont évidemment vendre aux plus offrants, sans doute. Mais donc, à Jeff Bezos. Oui, peut-être. Donc, c'est un article dans le Bloomberg Business Week. C'est l'édition du 20 mai. Maintenant, sur une note un petit peu plus... je ne sais pas si on peut dire c'est rigolo ou pas, mais je suis tombée cette semaine sur les dépenses de Donald Trump en matière de cartes de golf. Ah, de cartes de golf, ah oui! Voilà. J'irais pour rigolo. Oui, c'est vrai, c'est un golfeur. Et c'est là aussi absolument hallucinant. Et on rapportait toujours dans Quartz, que j'aime beaucoup, qui dépense, en fait, les dépenses qui sont planifiées pour l'été qui s'en vient s'élèvent à 100 000 US. Juste de golf? En cartes de golf. Juste pour se déplacer sur les terres. Pour se déplacer. Et depuis qu'il est entré en poste, les dépenses, toujours uniquement le poste de dépenses carte de golf, oui. C'est 500 000 Ben voyons. Alors, tantôt, on discutait... C'est quoi, c'est un carte en truffe? Mais c'est ça, mais là, il faut savoir pourquoi ça coûte aussi cher. Parce que, bon, évidemment, on a la location des cartes de golf. Et quand on disait tout à l'heure en entrevue que aller grappiller $250,000, c'était, la grosse affaire. Mais là, c'est 500 000 américains pour des cartes de golf. Mais ce que j'ai appris en faisant ma petite enquête, c'est que, en fait, quand Donald Trump va jouer au golf, il faut qu'il soit évidemment entouré de son équipe de sécurité. Oui. Et donc, les gens de la sécurité doivent aussi utiliser des cartes de golf. Oui. Mais les cartes de golf doivent être modifiées pour remplir certains critères. Donc, on doit les modifier pour qu'ils puissent atteindre des vitesses de pointe de 30 km/h. Alors, oui, absolument. Et donc, ça, c'est une des choses... Et j'imagine qu'ils convertissent les cartes de golf électriques en cartes de golf à l'essence parce que Donald Trump ne croit pas au moteur électrique, il faut que ça ait du power, ces affaires-là. Et donc, il y a toutes sortes de petites... c'est ça, il faut qu'il y ait une espèce de petit capot là, rigide. Il faut que les sièges arrière puissent se déployer pour faire un petit lit. Oui, parce que... Oui, bon, voilà. je veux pas savoir ce qu'il fait là-dessus. C'est ça, ils veulent pas une situation de JFK dans un carte de golf. Non, exactement. Et tout un système d'éclairage et des outils pour charger. Et ça, c'est payé par le gouvernement américain? Et vous voyez tout le... oui, vous voyez tout le... Il y a le détail des dépenses. Ça, on va le mettre. Ben, là, on fait des blagues avec les liens. C'est Department of Homeland Security et il y a tous les... On en a mis cette semaine. On va le mettre sur la page Facebook, le lien pour ça, parce que je veux que les gens voient ça. C'est absolument fabuleux. Et dans un autre ordre d'idées, il y avait... C'est juste que Je suis tombée cette semaine sur un article qui disait, évidemment, ça fait longtemps, là, ces genres d'affaires qui reviennent périodiquement. Non, mais attendez, je m'en viens. Sur une autre industrie qui avait été tuée par les milléniaux. Ah oui. Et c'était l'industrie du diamant. Ah, je pensais le bonheur, l'industrie du bonheur. Donc, l'industrie du diamant qui allait joindre les rangs de l'industrie du thon et de l'industrie de la céréale à déjeuner. Toutes des industries tuées par les milléniaux. Mais ce qui m'a mené sur la piste sur BBC Capital, ils ont fait un photoreportage, mais c'est quand même super intéressant, qui ne concerne pas du tout les milléniaux, là, c'est pas là que j'allais, sur les gens qui consacrent leur vie à évaluer la valeur des diamants. Ah. Et ils expliquaient, et donc c'est un photoreportage où, c'est ça, les gens expliquent... C'est très niché. C'est très niché, mais justement, c'est une curiosité aussi. Et il explique que c'est une profession qui ne peut pas être... les humains ne peuvent pas être remplacés par des machines. Ah. Étonnamment, on pourrait penser le contraire. S'il y a des ados à la maison qui nous écoutent... Là, choix de carrière. Choix de carrière à votre cégep local? Oui. Alors voilà, évaluateur de diamants. Et non, parce qu'en fait, c'est vraiment toute une technique. Ils mettent le diamant sous une lumière et c'est la réflexion de cette lumière-là sur une table. Tout alors, ça, il faut l'intelligence artificielle ne pourra jamais... Ben, il semblerait que l'œil humain est capable de capter certaines subtilités que les machines ne sont pas encore capables de capter. Fait que la job va juste disparaître naturellement parce que les milléniaux en achètent plus. Ben, c'est ça. Parce qu'ils ont plus les moyens. Exactement. Ben, donc, merci. Ils sont quand même menacés, mais pas pour les mêmes raisons. Merci, Barbara Gilles-Caron. On va mettre les liens sur la page Facebook. Voilà, c'est la fin de ce 14e épisode. On remercie Frédéric Bastien. Il a quitté, mais je veux quand même rappeler son livre Après le naufrage. C'est aux éditions Boréal. Christian Lapointe, on va aller voir Constitution au théâtre d'aujourd'hui. C'est cette semaine jusqu'au 5 juin. Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses. Je remercie les gens à ma brasserie, le personnel à ma brasserie à Rosemont, qui nous ont
ont recueillis pour les premiers épisodes de la balado. Mais là, on s'est rendu compte que l'endroit est vaste, l'endroit est bruyant. Les gens sont loin. Alors, au mois de juin, il va y avoir 2 épisodes à Montréal, le 6 et le 13. Nous enregistrerons à partir de la VV Taverna, l'endroit où j'officie comme DJ. D'ailleurs, je serai là samedi soir, premier samedi de chaque mois. Donc, on va être à la Taverna dès 17h. On va pouvoir commencer 1 heure plus tard. Un endroit, donc, moins vaste, plus intime. Je pense que les auditeurs vont être contents aussi, mais je veux quand même remercier les gens de Montmorency parce qu'on était très bien accueillis ici. On a rêvé de pouvoir poursuivre. L'endroit est magnifique. C'est parfait pour venir prendre un verre, et c'est ce que les gens font en grand nombre. Et on va continuer à faire ça au moins. Oui, et nous, on va continuer. Et voilà, donc il reste 2 épisodes à Montréal. On finit à la TUC le 20 juin. Et tous les détails pour réserver les places seront sur la page Facebook sur Eventbrite. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet assez... je le dis pas tout de suite. Je vais le dire sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas fini de lire le livre. Mais je pense que ça va être vraiment super passionnant. Mon Dieu, c'est vendeur. Hey, je suis tanné. Bonne semaine tout le monde. On se voit la semaine prochaine.